Normalement, le son est bon. Salut à tous, est-ce qu'on nous entend ou pas? Déjà, première vérification. Au niveau technique, on n'est pas très fort. Alors, enfin, je suis pas très fort, on va le dire. Oui, on nous entend. Merci Timezao. Eh bien, salut à tous, salut. Ouais, ben dis donc, il y a déjà pas mal de monde. Installez-vous. Parfait pour le son. Ok, Vincert est par là. Les émotions, la première. On verra. Et vous savez, les gars, ça se trouve, ça va durer 2 semaines. Bon. Quoique, alors déjà, Azad, comment vas-tu, Azad? Eh bah, ça va, je te remercie. Ça va très très bien. Un peu malade aujourd'hui, c'est moi qui parle du nez, mais ça va. Tout va très bien. Je suis malade aussi, donc ça va, on va s'équilibrer. Non, je commençais à partir seul là, mais il faut quand même que je te prévienne. Non, j'allais dire, on va voir cette quotidienne, on va voir ce qu'on arrive à en faire ou pas. Ouais. En vrai, il n'y a pas tant que ça de trucs que j'ai lancés qui ont été une catastrophe industrielle, non? Si je dis pas de bêtises. J'ai réfléchi. Qu'est-ce qu'on aurait pu lancer qui aurait été... Qu'est-ce qu'on... Ça y est, je m'en ai plus dedans. Qu'est-ce que t'as lancé qui peut être une catastrophe? Si, le quiz qu'on n'a pas réussi à faire le deuxième, mais bon, on ne dira pas le coupable. Le Discord est catastrophique, on nous dit, effectivement. Ouais, tout à fait. Bon alors, salut à tous, salut Alonzikwa. Oh, joli, j'ai compris. Salut SN99, Pcent, Malakoz, Kamel l'Ancien, salut à tous. Yoka est par là, salut Yoka. KDXZR1, salut à tous, sauf ceux qui mettent Banquero à la place 45 du top 100. Est-ce que c'est moi, ou est-ce que c'est toi, ou est-ce que c'est les deux? Je pense que c'est les deux. Il me semble que tu es plus sévère que moi, non? En tout cas, tu as cette image. Oui, j'ai une image très sévère alors que je suis de la douceur incarnée. On entend le Discord, ouais, j'ai coupé. Est-ce qu'au niveau, dites-nous au niveau de la balance des sons, est-ce que c'est pas mal ou pas? Parce qu'après, si ça va être reposté en podcast, ça peut être intéressant que je galère pas au montage. Donc dites-nous. Les deux étaient visés, ouais, il nous dit. Effectivement. Non, mais c'est vrai que t'as une image un peu plus piquant tout de même. Je sais pas si c'est une crise identitaire ou vouloir exister à travers ses opinions, donc t'étais encore plus piquant, je sais pas, mais en tout cas les auditeurs pensent que t'es comme ça. Ouais, je sais ça, mais je pense que c'est parce que je maîtrise pas assez la langue de Molière, du coup j'ai du mal à arrondir les angles et à faire passer mon message de manière peut-être plus tempérée, disons. Voilà. Alors qu'on salue aussi Thibaut Lazone, on salue, qui est-ce qui est par là encore? Vincert, on a déjà salué. Nelsigno 10, salut Guillaume et salut Azmat. Et oui, tu es Azmat pour beaucoup encore. Hein. For sake. Oui, bah ouais, je vois Azlat aussi. C'est bien en vrai, genre, j'ai multiples identités. Bamzerito est par là, salut Bamzerito, Bousquetos. Bon, il y a tout le monde, il y a beaucoup de monde. On va peut-être pas tarder à commencer alors. Rentrons dans le vif du sujet ou pas. Pourquoi on est là, Azad? Dis-nous tout, vas-y. Ah non, tu veux pas me faire ça. Non, c'est ton projet, je te laisse le présenter, mais je suis très content d'être là pour la première. Voilà ce que je peux dire. Bon, alors déjà, on accueille tout le monde, bienvenue. Choum5, salut, bonsoir. Oui, on est là, pourquoi? Parce qu'on va essayer de lancer une quotidienne pour parler des matchs du jour. Dites-moi, au niveau des balances de son, vous avez dit que c'est pas mal ou pas? Ouais, Vincent, il a dit que c'était parfait. Ok. Bon, ben on va pouvoir partir comme ça. Donc ouais, on va essayer ça. Comme dit, c'est pas sûr que ça dure. C'est pas sûr que ce soit une réussite. C'est pas sûr que ça intéresse les gens. Ouais. C'est pas sûr qu'on y arrive, d'ailleurs. Mais voilà, c'est un peu l'idée de... Bon, je vais pas expliquer ce que j'ai déjà dit en podcast un peu aujourd'hui, où j'ai expliqué un peu en longueur, mais l'idée, c'est un peu de parler des matchs du jour, mais pas que. Je peux vous dire d'ailleurs un peu le programme de la semaine, notamment. Donc on a Azad qui s'est invité pour la première Boston OKC, alors qu'on salue Monstro 297 et Pédiluve officiel, salut. Demain, je crois qu'on est avec Baptiste, si je ne dis pas de bêtises. Il n'y a pas d'énormes matchs, mais on trouvera toujours des trucs à dire avec Baptiste de toute façon. Mercredi, on a une très belle... Tu vois, c'est là que on se rend compte que je suis pas un pro de Twitch, parce qu'il y en a qui auraient un visuel, tu vois, pour la semaine et tout. Peut-être faudra qu'on s'y mette sur ça. Mercredi, il y a un Denver-Boston, et donc Azad s'est réinvité, évidemment. Jeudi, on sera avec Nico, qui ne suit plus du tout la NBA. Non, qui est plus calé sur l'actu, mais avec Nico, je vais essayer de recevoir Nico régulièrement pour parler de pas mal de choses autres en fait.
de l'histoire, enfin voilà, il peut nous parler de plein de trucs. Je crois qu'il y aura aussi, si je ne dis pas de bêtises, tu vois, Azad, c'est là où le programme de la semaine qu'on faisait dans l'hebdo au tout début peut être utile. C'est que là, c'est intéressant pour le coup, tu vois. Ouais. Mais je crois que mercredi soir, il y aura un OKC Cleveland, non, si je dis pas de bêtises. Oui, je crois que c'est ça. L'énorme choc, donc je pense qu'on en parlera jeudi. On verra avec qui. Si est-ce que je le ferai tout seul avec Nico qui est à côté, qui dit rien, ou est-ce qu'il y aura d'autres gens, on verra. Et puis ouais, jeudi on sera avec Nico, ça durera jusqu'à samedi, ouais, c'est un peu l'idée. Et puis vendredi, j'ai pas regardé trop les matchs, mais normalement il y a toujours des matchs en prime time jeudi. On sera avec Antoine, qui lui aussi a un peu décroché de l'actu, quoique Antoine, si t'es par là, si t'as envie d'en parler, t'en parles, hein. Mais il vient aussi nous parler d'un bouquin notamment, donc voilà, c'est un peu l'idée, c'est qu'il y a un truc principal de parler des matchs, mais pas que. Voilà, on peut façon, aussi parler de toute autre chose. Vendredi, vous avez pas parlé de beaucoup de matchs, hein. Il y a un Memphis-Houston, allez. Mais sinon, c'est Portland-Dallas, Atlanta-Phoenix, Miami-Utah, Charlotte-Lakers, Miami-Orlando, Golden State-Détroit et Cleveland-Toronto. Donc ouais, je pense que t'as raison de lui faire amener un bouquin, parce que sinon ça va être un peu long comme soirée. Mais attends, mais c'est quoi les affiches ESPN ? Y a pas d'affiche ESPN ce jeudi ? Bah j'ai pas l'impression, ou alors c'est... Qu'est-ce que ça peut être les affiches ESPN ? Si... Ah non, NBA TV, non. Ou alors si c'est Rockets Grizzlies, moi j'ai marqué League Pass Beansport, mais ça doit être l'équivalent de ESPN. Ah ouais, peut-être. Ah, parce qu'on est en France, donc il y a marqué Beansport, il n'y a pas marqué... Ouais. Ouais. Il y a Atlanta Phoenix, peut-être on en discutera post-trade Butler, Bradley Beal. C'est possible aussi. Bon voilà, on part un peu sur ça. C'est pas impossible que la quotidienne, ça soit en semaine, du lundi au jeudi, et pas forcément le vendredi. On verra comment on le fait, parce que voilà, c'est aussi un rythme. Alors le but c'est de faire des émissions un peu à la cool, hein, un peu voilà, pas prise de tête. Ouais. Une petite heure et puis voilà, mais ça reste mine de rien chronophage ou fatigant. Donc on verra. C'est pas sûr qu'on fasse tous les vendredis. Ça peut varier. Ou alors le vendredi on fera appel à Nico et il viendra nous parler de tout et n'importe quoi. On refera la carrière de Sandy Atagain. Ça peut être intéressant. Mais tu rigoles, mais moi je trouve ça vraiment intéressant premier degré. Mais bah, c'est surtout que s'il a le temps. Enfin, je veux dire, si lui il a le temps et que toi aussi, autant le faire, quoi. Je pense que ça intéressera au moins une ou deux personnes. Donc, Est-ce qu'il y en a qui connaissent Sandiata Gaines ou pas dans le chat ? Dites-nous. Oui, alors c'est vrai qu'il y a ça aussi. Moi, l'intérêt de faire ça aussi, vous allez voir que on va parler du gros match aujourd'hui. Moi, dans l'idée, il y avait aussi le côté, vous venez en live le soir et vous faites aussi le programme, quoi. Il y a aussi cette idée que, par exemple, alors j'ai pas pu le faire, on le fera demain j'espère, mais parler pourquoi pas d'équipes comme Détroit ou des trucs comme ça, ou des matchs un peu plus obscurs qu'on n'aurait pas le temps d'aborder dans l'hebdo. Enfin, Azad, t'as bien vu, l'hebdo qu'on vient de publier, elle fait quoi, 2h45 celle 2h45, ouais. Bah, j'ai loupé mon bus à cause de la longueur de l'hebdo. Ouais, voilà, et le problème c'est que Enfin, on n'a pas parlé de tant de matchs que ça, quoi, au final. Non, on en a fait 4 ou 5. Et encore, il y en a un que moi j'avais pas vu, donc on n'a pas trop détaillé dessus. Donc il y a aussi ça, si vous voulez, vous venez, on en parle, et puis ça va rester un format podcast, audio, c'est un peu l'objectif. Après, on peut aussi parler en se baladant, moi je compte faire ça, hein, se balader sur les box-scores du jour, regarder des petites vidéos, parler de tout et de rien. Donc si vous voulez parler de votre équipe ou de votre joueur, ou vous voulez qu'on parle d'un truc, vous venez, c'est un peu le deal. Et puis je sais plus ce que je disais, mais je crois qu'on est déjà pas mal sur le topo, non ? Est-ce que tu as précisé que ça a été genre sur Spotify, enfin, que tu le remettrais aussi en podcast, que ça serait sous forme de podcast ? Vous avez fait 45 minutes sur le prénom Azad, nous dit Vincert, c'est vrai. Alors que Derek te dit toi aussi, notamment félicitations pour votre taf. Est-ce que tu as une vie à part le basket, Azad ? J'en ai de moins en moins une à côté du basket, mais voilà, c'est pas très grave. Je dis pas qu'il n'y a pas grand chose d'intéressant à faire à côté, c'est juste que ouais, j'ai mis un peu un doigt dans un engrenage et ça commence. En tout cas, j'en ai de moins en moins une. Sans le basket, en tout cas, elle est de plus en plus tournée autour de ça. Voilà, c'est ce que je pourrais en dire. Ouais. Est-ce que tu veux nous parler de ta vie, toi, à côté du basket ? Non, moi ça va, pour l'instant ça va. Hâte de passer 20 minutes sur la progression de Julian Champagny. Oui, effectivement, c'est un peu l'idée, pour le coup. Alors qu'on salue aussi Coast to Coast aussi. Salut les amis. Alors Azad, Guillaume, on parle de la défense Celtics, un flop. On va en parler justement. On va parler de tout ça. Azad passe sa vie à compter les lay-ups manqués.
Ou alors les tirs qui ne sont pas pris au panier. Hein. D'ailleurs, exclusif Basket Lab quotidienne. Tu retournes à Boston ou pas cette année au final? C'est en négociation. En gros, Avec qui? Bah, avec les gérants du Celtics Blog. D'accord. En gros, je pourrais y retourner avec QBasket, mais le truc de QBasket, c'est que il y a énormément de négociations à faire en amont pour être sûr d'avoir les accès. Et du coup, tu prends un peu tes billets, en fait, tu te pointes à Boston, mais t'es Ouais. au courant que 2 jours avant si tu vas avoir les accès ou pas. Donc en vrai, genre, voilà, traverser l'Atlantique parce que je voulais le faire potentiellement une période en mars où ils jouent 7 matchs d'affilée à domicile. Boston en mars, si c'est pas pour voir les Celtics, en vrai je pense que je vais un peu péter un câble. Du coup, j'ai proposé soit de venir en mars, et sinon on dit que potentiellement je serais intéressé pour venir pendant les playoffs. Mais voilà, j'y crois moyen à celle-là. Donc voilà, je suis en négociation avec eux pour voir si ce serait possible. Mais pour l'instant, c'est pas forcément hyper bien embarqué, on va voir. Ouais. Bon, on verra bien. De toute façon, en playoff, ce sera quoi? Premier tour et pas plus, hein, d'après ce qu'on a vu hier soir. Oui, bien sûr. Et donc, comme dit Bamzerito, commençons cette émission directement, qui sera disponible en podcast demain, ou alors sur YouTube pour sûr. Le podcast, ouais, il y a un peu cette idée, est-ce qu'on pollue entre guillemets le flux normal en mettant les quotidiennes ou pas? C'est un peu la question. Le nom aussi d'ailleurs, j'ai pas de nom pour la quotidienne. Je crois qu'Azat avait des noms un peu pourris Ouais. en réserve, mais j'ai pas été quoi, convaincu. Ouais. Si vous avez des noms, ça me va. Les news du jour, pas de la semaine. Les news du jour, Azad, de quoi tu veux parler? Non, moi le seul truc qui m'a fait un peu tiquer, c'est ce que j'avais envoyé ce matin dans le Discord, les trucs qui sont sortis sur Fox News là, un peu les coulisses de certains trucs de Skip Bayless, mais j'ai l'impression que c'est encore un peu, c'est encore en discussion, donc bon, on va pas aller trop loin, mais il y a des trucs, il y a des vidéos assez drôles qu'on ressort du coup sur Twitter, donc voilà, genre. C'est un sujet qui me fait rire, mais j'avoue que les médias, j'y connais pas grand chose, donc je vais pas trop m'y aventurer. Ouais, là-dessus. c'est pas très très basket pour le coup. Non, c'est pas très très basket. Non, très basket. effectivement, les Suns qui vont mettre Bradley Beal et Nurkic sur le banc. C'est vrai. En l'occurrence, enfin, je sais pas, mais le truc c'est que Bradley Beal, en gros, hein, j'ai un peu l'impression que c'est une manière de dire bon, en fait, falloir que tu acceptes la demande, enfin, où est-ce qu'on va t'envoyer parce qu'on te fait sortir du banc, quoi. Moi, je le lis un peu comme ça, genre en mode, ça va être. Il a une autre trade clause, donc on va commencer à mal te traiter, comme ça tu vas finir par accepter de te barrer, quoi. Je le vois un peu comme ça, mais le problème c'est que contre qui, quoi, parce que c'est quand même un gros salaire, et le problème c'est qu'ils sont second à Pron, Ouais. donc tu vois, Nurkic il fait 16 millions, c'est pas mal, mais sauf que Phoenix n'a plus aucun asset, tu vois. En termes de tour de draft, je veux dire, donc tu peux pas dire bah tiens, telle équipe nulle, prenez-moi le contrat de Nurkic avec un tour de draft pour faire passer la pilule, et tu peux pas non plus faire genre on met Nurkic plus Ryan Dunn, ou je dis n'importe quoi, mais un autre jeune joueur, en mode ça va faire passer la pilule, tu peux pas non plus, quoi. Donc ouais, un peu. Pour pouvoir avoir du cap, en gros, ça pourrait être une équipe qui voudrait récupérer du cap space pour l'été où le contrat de Bradley Beal et Nurkic se vide, quoi. Mais à Ouais, quoi Enfin, pourquoi faire une faveur? En fait, quel serait l'intérêt de faire une faveur aux Suns en les libérant de ce poids-là? En vrai, t'as une équipe qui est genre en train de mourir, autant la laisser mourir, tu vois, sur le côté et dire bah oui, si vous avez fait n'importe quoi, c'est un peu votre problème, quoi. Bah ouais, tu vas pas forcément aider un rival, quoi. Bah ouais, apparemment, enfin j'ai vu un peu des trucs passer sur potentiellement des trades à 3 en incluant Phoenix, les Grizzlies ou alors Détroit. Détroit qui pourrait aussi récupérer un peu des assets. Vu que Ivy s'est blessé mais qui sont encore un peu compétitifs, est-ce que Bill en backup, enfin en remplaçant d'Ivy le temps de la saison pour après genre pas le re-signer ou avoir de la place ou le re-signer pour moins cher, ça peut être intéressant. Ouais. Ouais. Moi, j'avoue pas, que je sais que beaucoup de monde en ce moment est un peu en train d'enfoncer Bill. Je comprends pas trop, quoi, parce que bon, il est un peu, oui, il est surpayé par rapport à son vrai niveau, mais enfin, c'est surtout que le fit est mauvais, quoi. Je pense que c'est ça, parce que moi, les gros arguments que j'ai vus, c'est les mecs qui comparaient les all-in-one de Chris Paul avec Wembanyama et de Bill aux Suns étaient là, genre bah oui, mais en même temps, je pense que Bill peut-être aux Spurs, ça se passe mieux que ce qui est en train de se passer potentiellement à Phoenix. C'est le fit qui est pas bon plus que le joueur. Et moi, j'ai comme argument que Bill est pas bon. J'ai vu beaucoup de trucs tourner autour des all-in-one et du coup, je suis un peu réticent à l'idée de ça.
Ouais, et puis bon. Non, mais après, je pense qu'effectivement, dans l'échelle des superstars, bon, il est payé comme un. Il a un super max et tout. Est-ce qu'il le mérite? Pas forcément. Est-ce que c'est le plus scandaleux des stars qui est payé comme une superstar? Je trouve pas. Par contre, ce qui est vrai, c'est que ce qui est pas bien, c'est que t'es un joueur à 50 millions qui est dans un rôle à 18 ou 20, quoi. Mais c'est ça qui est pas top, quoi. Mais en soi, je trouve qu'il est pas si mal que ça, hein, Bradley Beal. Bon, cette année un peu compliquée en termes d'efficacité ou quoi, mais tu vois, l'an dernier, il fait une bonne saison. C'est juste qu'il a un volume beaucoup plus petit, quoi, pour le coup. Ce qui embête dans l'histoire du trade de Butler, c'est que très peu se place du point de vue de Miami. Ouais, mais en même temps... Ils n'ont pas vraiment beaucoup de choix, entre guillemets, quoi. Ouais, j'ai l'impression que même les fans de Miami se placent pas dans les chaussures de Miami. Mais il y a un désamour avec Pat Riley en ce moment, mais bon, je peux comprendre en plus. Hein. Le prochain qui va donner une autre trade clause, c'est pas pour demain. Ouais, mais en même temps, ça c'est... Enfin, Bradley Beal, déjà, son agent et lui, ils ont fait ce qu'ils pouvaient le max pour eux-mêmes, quoi. Donc c'est leur boulot. Mais c'est surtout que, enfin, l'erreur, c'est le front office de Washington, quoi. Fallait jamais lui donner. Et c'est quoi, avec autant de fric 2019, aussi, si je dis pas de bêtises, un truc comme ça. Je me souviens très bien. Où il était déjà un peu dans des rumeurs de trade et tout. Et les mecs, ils ont cédé, quoi, pour le garder, pour ensuite l'échanger. Alors en plus, enfin, sauf que tu t'es tiré une balle dans le pied parce que au final. Bah, tu lui as donné tout ce qu'il voulait pour le garder pour ensuite l'échanger et au final comme il avait une autre trade clause bah, t'as pas pu l'échanger contre beaucoup donc c'est très paradoxal. Il a signé en 2022 son contrat. Putain, 2022 ? Bah ouais, il avait déjà 29 ans. Alors attends, pourquoi j'ai un souvenir en 2019 alors ? C'est peut-être une prolongation d'avant alors peut-être. Mais ouais non mais c'est un peu bon c'est... Bah après moi j'ai hâte que dans un an il soit dans une autre équipe, 33% d'usage, plus 4% d'efficacité relative à la moyenne, etc. quoi. Black Ganon qui nous dit Guillaume en vitesse x1, ça fait des années que j'avais pas entendu ça. Ah ouais, c'est vrai, effectivement je comprends. Les gens écoutent en vitesse rapide, c'est vrai, j'avais oublié ça. T'écoutes pas les podcasts en vitesse rapide toi ? Ah non, je suis incapable. En fait je reconnais pas les gens. Tu vois, je reconnais pas la voix des gens qui parlent. Je trouve que ça dénature la voix et vu que genre... Moi déjà j'écoute pas beaucoup de podcasts pour le coup. Donc bon, en vrai le peu que j'écoute, j'ai pas besoin de le mettre en avance rapide. T'écoutes pas l'afterfoot, les grosses têtes Non, déjà que je comprends rien au foot, j'ai pas envie d'écouter des mecs qui vont encore plus me perturber dans mon analyse. Alors qu'on salue AMLM aussi qui est par là. Un habitué évidemment. Ouais, bon voilà à peu près pour l'actu du jour. C'est un peu ça mais je pense qu'on va en reparler. Je vais essayer de voir un match pour demain avec Baptiste, mais ça sent pas très bon et je comprends pas trop pourquoi. Parce que quand il y avait des blessures, bon bah tu peux comprendre, mais là ils sont revenus quoi. Et ça a pas l'air d'aller bien. Mais bon bref. On passe au gros match, Azad, si tu veux bien. On y va ? Bah allez, c'est parti. Hein. Allez, ben on y va. Ok, ici, Boston, donc allons-y. On va parler de ce match. Bah, je te laisse carte blanche, je t'en prie. Enfin, je peux te lancer en disant que pour moi, en tout cas, c'était un des meilleurs matchs de la saison régulière pour l'instant, quoi. Oh, ouais. Surtout que les gens sont un peu pleins de la deuxième mi-temps. Bah, surtout, je pense que c'est influencé aussi. Il y a un petit biais là-dedans parce que je pense que les gens avec qui j'interagis le plus ou avec qui je vois le plus de messages, c'est des gens qui sont fans des Celtics, donc je suis un peu biaisé par ça. Mais je trouve que la différence de comment ça a shifté d'une mi-temps sur l'autre, le comportement et la tactique d'OKC rend le truc hyper intéressant, en sachant que déjà dans les premières actions, il y avait déjà une gestion du spacing et un petit peu des choses en place que j'ai trouvé plutôt bonnes. Donc après, je sais pas trop sur si je fais plutôt en chronologique. Je parle un peu de la première mi-temps, vas-y, puis oui. Après, ouais. En gros, c'est bien parce qu'on sent qu'il y a une grosse préparation. Mais en gros, je trouve que la première mi-temps, il y avait du côté d'OKC, le challenge, c'était surtout du coup de pas se faire trop punir par leur manque de spacing. Et j'ai trouvé ça intéressant justement au lieu d'utiliser... au lieu de faire vraiment des empty side action, ils ont mis le joueur qui était défendu par Porzingis sur par exemple le côté gauche. Et du coup, ça aurait été Cason Wallace. Et par contre, ils mettaient aucun joueur entre Cason Wallace et SGA, et en fait les trois autres joueurs étaient de l'autre côté. Et du coup, ça faisait que en fait, Porzingis n'était plus dans une situation de low man pour venir en aide, mais dans une situation de stunt où il est beaucoup moins doué.
Et c'est surtout que du coup, tu n'as plus vraiment d'aile au cercle. Et là, c'est là où SGA, par exemple, il a pu en profiter sur les premières séquences du match. Et j'ai été étonné d'ailleurs de ne pas voir Boston au début du match tenter un peu une zone en 3-2 pour justement un peu ralentir le drive et forcer vraiment d'avoir Porzingis proche de la raquette, quitte à laisser les corners ouverts. Vu que le but c'était de les laisser les corners ouverts, autant maîtriser ça le plus possible et garder une zone potentiellement en 3-2. Et en fait, je trouve que Boston a plutôt bien réussi à pas trop se faire avoir là-dessus en termes de défense. En fait, j'ai trouvé que la défense de Boston était plutôt bonne sur le match. J'ai pas eu l'impression qu'il soit fait dominer défensivement. J'ai trouvé que c'est plutôt en attaque qu'ils ont galéré. Et du coup, pour l'attaque de Boston, sur le début du match, j'ai trouvé qu'ils avaient énormément de situations faciles, surtout au post-up. Et c'était d'une facilité déconcertante à quel point Boston arrivait à trouver la bonne cible sur mismatch, faire un post-up et monter au cercle, provoquer une faute. Boston a tiré plus de lancers francs qu'OKC, j'ai trouvé ça assez étonnant. Je crois qu'à la mi-temps, ils sont à 12 sur 13 au cercle. Déjà, Boston qui prend 12 tirs au cercle ou 13 tirs au cercle sur une mi-temps, c'est assez rare pour être souligné. Donc ils ont plus axé leur jeu directement sur un peu cette faiblesse physique que peut avoir OKC, tout en faisant toujours en sorte d'avoir Hartenstein qui était loin entre guillemets du cercle, en mettant Porzingis soit en 5 out entre guillemets, chose qu'ils ont moins bien fait en deuxième mi-temps. Et du coup, des images. Et voilà, c'est un bon exemple ici à quel point ils ont eu une facilité à trouver des mismatchs au poste. Merci beaucoup. Mais pour le coup, moi, ce que j'avais trouvé un peu étonnant de la part d'OKC, c'était de pas s'y être préparé si bien que ça à ces attaques sur post-up. Et j'ai eu l'impression qu'ils étaient entre guillemets assez surpris de ça. Donc bon, et en fait en deuxième mi-temps, ils se sont hyper bien adaptés. Et je pense qu'on va parler de la deuxième mi-temps après, mais une des clés de ça, c'est la capacité de switch d'Hartenstein. Mais voilà, un peu pour la première mi-temps, moi j'ai trouvé que OKC avait réussi à trouver des lignes de drive et à pas trop se faire punir sur leur manque de spacing, même si en réalité, une fois que Boston jouait avec deux intérieurs, ils ont eu beaucoup plus de mal à trouver des lignes de drive. Et du côté de Boston, j'ai trouvé qu'ils arrivaient bien à punir la fragilité entre guillemets physique de certains des joueurs d'OKC en les attaquant sur post-up, et ils n'étaient pas trop dérangés. Et à deuxième mi-temps, ils l'ont été beaucoup plus. On va essayer de pas se faire striker non plus, hein. Je commence à faire n'importe quoi. C'est vrai que moi l'histoire du match, c'est déjà on peut commencer par ça, mais déjà on a vu que les deux équipes étaient un peu en galère. Alors sur OKC en termes de spacing, mais clairement, alors tu vois, au niveau des stats un peu global, là, on voit que Boston ça scorait pas du tout, pas beaucoup sur ce match-là. Après, j'ai trouvé que la création de jeu, le fond de jeu, c'était pas cata quoi. Et il y a une stat un peu évidente, mais tout le monde est. Enfin, t'es pas passé à côté non plus, mais l'aspect de les 3 points sont pas rentrés du tout quoi. Ils sont à 20% sur le match. Bon, le problème c'est que c'est un peu toujours pile ou face avec ce genre d'équipe qui prennent beaucoup de 3 points. Tu vois, là encore, voilà. Comme leur saison, ils sont à 50% de leurs tirs qui sont à 3 points. Mais pour le coup, c'est pas des 3 points par dépit quoi. Tu vois, il y avait pas mal de situations. Moi, je trouvais par exemple le pick and roll de Tatum contre Hartenstein. Bon, alors il y a pas mal ça a plutôt bien tenu, mais notamment en deuxième mi-temps, il y a pas mal de séquences de jeu où Boston trouve pas mal de petits contre-moves pour embêter Hartenstein, pour faire arriver lancer Tatum, pour libérer un pull-up ou alors un driving kick. Et tu vois, au final, je trouve que en fait, Boston a quand même généré pas mal de bons tirs, quoi. C'est juste que, entre guillemets, ils les ont pas mis à la fin. Ils sont à 20% à 3 points sur le match. Et c'est pas assez, on est d'accord. J'ai un peu de stats sur ça là-dessus, un peu plus dans le détail de juste le pourcentage à 3 points. Ouais. Tu vois, en règle générale, ils prennent 22 catch and shoot à 3 points par match en moyenne sur la saison, et ils mettent 39% de ces catch and shoot. Donc 22 de volume et 39% de réussite. La nuit dernière, ils créent 20 catch and shoot à 3 points. Donc en termes de volume, tu vois, si tu prends un catch and shoot, c'est que c'est pas un tir casse-croûte entre guillemets, c'est que ça vient d'une situation où ça a été créé. Ils sont à 15% sur leur catch and shoot. Et sur leur wide open, c'est pareil, ils sont à, je sais plus, j'avais le chiffre et je l'ai perdu, mais sur les wide open c'est pareil, ils sont à 20%, quelque chose comme ça, au lieu d'être à 40% comme ils peuvent être sur le reste de la saison. Donc il y a vraiment, en fait, il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur les ajustements défensifs d'OKC et c'est très bien. Le plus gros ajustement, ça reste que Boston n'a pas mis ses tirs. Enfin, en réalité, t'as pas le même match si
ils sont au niveau de leur moyenne ou même juste en dessous, mais ils ont quand même été poussés, je trouve, pas mal dans leur retranchement aussi physique, et il y a aussi la notion de perte de balle qui a pas mal joué, je trouve, en plus du manque de réussite au tir. Vincert nous dit 3 sur 20 sur les wide open apparemment. Ouais, okay. Donc effectivement c'est pas top. Pourquoi Boston ne va pas plus au cercle lorsque leur réussite à 3 points est faible, nous demande Pédiluve. Pour le coup c'est toujours un peu pareil quoi. C'est tu peux répondre toi, mais c'est pas il y a aussi une notion de on va créer un mismatch, on va l'attaquer, et puis mais parfois ça donne pas un drive, en tout cas ça donne pas un tir en fin de drive, ça donne un kick out, et on en a eu pas mal quoi pour le coup. Et il n'y a pas que l'aspect on drive pas quoi, il y a parfois la défense de OKC réagit quoi, et ils ont été comme d'habitude hyper agressifs, hyper proactifs sur leurs aides, occupation du terrain, quitte même à abandonner certains shooters, et c'est ce qui fait que en fait la bonne action quand tu drives et que tu arrives dans la raquette et qu'il y a 3 mecs, tu kick out pardon en fait, et donc finalement ça fait pas un tir au panier, mais il y avait quand même un drive quoi. Ouais, après il y a eu quand même une différence dans la protection de cercle d'OKC sur la deuxième mi-temps, où Hartenstein a beaucoup plus ignoré du coup certains joueurs de Boston, en particulier Jrue Holiday et Al Horford, qui je trouve de plus en plus sont un peu considérés comme des menaces au tir moyennes entre guillemets. En tout cas, si tu dois choisir, les équipes je trouve de plus en plus ont décidé de, quitte à se faire battre par Boston, elles se feront battre par le 3 points, et elles se feront pas battre parce qu'elles ont laissé le cercle ouvert à cause de la menace du 3 points. Parce que c'est un peu, je trouve, le pari qu'OKC a fait. Et tu vois, en première mi-temps, Boston, ils sont à 12 sur 13 au cercle. Sur la deuxième mi-temps, ils sont à 2 sur 9. Et il n'y a pas de heatmap d'une présence d'un joueur en défense. D'ailleurs, c'est très dommage, je pense que ça pourrait être très utile. Mais Hartenstein a été mis un peu sur des switches, donc quand il était impliqué sur les pick and roll, il switchait, mais j'ai trouvé qu'ils l'ont assez vite arrêté de l'attaquer sur pick and roll. Je sais pas si c'est parce qu'ils trouvaient que les situations n'étaient pas assez bonnes, et il y a beaucoup de fois où du coup il a été un peu utilisé comme roamer, ou en tout cas il venait très vite en aide en second rideau, et je l'ai trouvé fantastique là-dessus, parce que du coup il a, je trouve qu'il a arrêté un petit peu l'hémorragie, que ce soit au niveau du cercle et même au niveau du drive pour OKC quoi. Le truc c'est que, déjà il y avait aussi un niveau de, comment dire, j'aime pas trop ce terme, en plus c'est pas très français, de dureté, voilà, plus que de physicalité, mais de dureté. Oui. Et en fait on avait une équipe d'OKC qui switchait un peu tout, qui était hyper agressive, et même y compris Hartenstein. Alors on s'est un peu ajusté parfois quand on avait le luxe où c'était pas Porzingis par exemple, ou c'était Al Horford, tu t'embêtes pas, tu restes à 2 sur Tatum et puis tu reviens quoi. Bon, tu vas pas switcher, le switch était aussi là pour c'est pas par rapport à Tatum, c'est par rapport au pick and pop en fait, c'est pour ça que tu switches, et que voilà, t'as Hartenstein qui va rester sur Tatum, et le petit, donc Ayson Wallace ou autre, lui il va, au bout d'un moment il arrête de traverser l'écran, il va rester sur le poseur d'écran pour éviter le pick and pop. C'est un peu l'idée tout de même, et je trouvais qu'en deuxième mi-temps d'ailleurs ils étaient pas mal, il y a des séquences défensives assez dingues là-dessus en termes de rotation, parce que faire la rotation vers le pick and pop avec un troisième homme par exemple, c'est cool, mais là où c'était impressionnant c'était la 4ème, la 5ème, la 6ème rotation pour compenser quoi derrière. Et d'ailleurs au passage SDA en termes de défense off-ball assez impressionnant, il y a 2-3 actions assez dingues je trouve sur ce match-là, alors qu'on sait que c'est pas trop son fort quoi. Il est grand, il est long, il peut être pas mal sur le ballon et tout, mais il est pas tout le temps à ce niveau-là en termes de défense off-ball et d'activité. Mais non, mais je dis ça pourquoi aussi, parce que au final, on a plein de choses à dire, mais c'était pas du tout un match pour Peyton Pritchard quoi, qui s'en est pas du tout dépatouillé quoi. Non, en même temps c'est vraiment pas le type de défense sur lequel il peut s'en sortir, parce qu'ils ont été très agressifs, et dans leur switch, comme tu dis, c'est pas du je sais pas comment on appelle ça, parce qu'il y a des trucs genre soft switch, mais c'est quand tu switches même quand il y a pas vraiment un écran. Là c'était genre switcher et monter un petit peu pour forcer le porteur de balle à pousser, à prendre un peu un pas de recul. Et en fait, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est pourquoi ça a aussi retiré les empty side action de Boston, qui marchent si bien quand les équipes veulent pas switcher. Parce qu'en fait, le truc de Boston, c'est que c'est une équipe qui attaque les mismatchs. Du coup, tu pars un peu du principe que tu vas pas switcher parce que t'as pas envie de te faire avoir sur mismatch. Et en fait, ce qu'OKC a fait, c'est ce dont on a déjà parlé, je pense, c'était un match de Noël, c'était Dallas Phoenix, je crois, la première fois que t'as vraiment fait un gros focus dessus sur le late, sur switch and double, mais late double.
Et en fait, c'est ce qu'ils ont fait un peu du côté d'OKC, c'est qu'ils ont dit, bon, on va concéder le switch parce qu'on se fait trop avoir sur les espaces qu'on génère, qu'on offre à Boston en ne voulant pas switcher, mais derrière, une fois que le switch est opéré, on laisse pas notre gars tout seul, et si besoin, on envoie une deuxième personne depuis la baseline ou depuis vraiment le stunt ou la personne qui est juste à la gauche, et une autre personne remonte. Et il y a une action où Boston fait un empty side pick and roll entre Tatum et Horford. Il y a un switch du coup qui annule un petit peu l'action et ensuite passe à Pritchard qui fait ah non c'est un pick and roll sur un empty side de Pritchard et Horford qui génère aucun décalage. Du coup il y a un step up screen de Cornet pour Tatum qui récupère la balle, mais là aussi ça switch. Du coup il n'y a pas la balle qui est libérée. Et Tatum essaye d'envoyer la balle à Horford, qui est du coup défendu par SGA, mais SGA avec sa longueur arrive de par derrière, pousser le ballon et en fait voler le ballon des mains d'Horford. Ouais. Du coup, c'est là où tu te dis, empty side action, en fait quand une empty side action elle est pas défendue sur des switches aussi bien timés, t'as l'impression que c'est impossible à arrêter, parce qu'une empty side action, tu retires l'aide de la baseline, les mecs ils doivent venir soit de la ligne à 3 points pour aider, soit de l'opposé, c'est une galère à défendre, mais quand tu switches aussi bien, et qu'ensuite tu doubles, et bah t'arrives un petit peu à, entre guillemets, faire une sorte de tampon face à ça. Et Pritchard, c'est un porteur de balle qui peut difficilement punir le switch, surtout face à une telle défense entre guillemets, et il a pas, le truc c'est que du coup si tu punis pas sur switch et que tu rentres pas tes shoots à 3 points le peu qu'ils ont réussi à lui offrir ouvert, bah du coup en plus de ça t'as un mismatch en défense. C'est pas ton match quoi, entre guillemets, c'est pas ton match, et si c'est une série ça sera pas une série pour toi quoi. Ouais. Pardon. Effectivement mais après, OKC a quand même switché depuis le début, pour le coup. Et le truc, c'est qu'il y avait un peu le schéma classique. C'est le comportement après le switch, en fait, qui a changé, j'ai trouvé. Oui, c'est ça, ouais. Et tu vois, il y a des fois où alors, on a porté de la pression sur Tatum en haut ou en bas, on s'en fiche, que ce soit avec une rotation ligne de fond, que ce soit avec un double en haut. Mais grosso modo, il y a un peu cet aspect où on met de la pression et le passing n'a pas été parfait tout le temps de la part de Tatum. Il y a un renversement de jeu complet vers le corner opposé où la passe n'est pas parfaite, donc ça perd une demi-seconde ou ce genre de choses. Mais ouais, effectivement, tout était un peu compliqué, mais tu vois, malgré tout, je trouve que en fait, ils ont quand même pas mal réussi à créer de bons tirs en fait. Alors ça paraît bête à dire comme ça, et peut-être que les gens vont pas le croire ou ne seront pas d'accord, mais moi je trouve que tu vois, à part plutôt que d'avoir 20% à 3 points, tu mets une réussite normale. Alors c'est débile à dire, mais en tout cas en termes de qualité de tir, je trouve que c'était pas non plus à ce point cata quoi, pour le coup. C'était même plutôt pas mal. C'est juste entre guillemets qu'ils ont pas mis leur tir quoi, en un sens. Et surtout qu'en plus Boston était pas mal, a toujours été pas mal pour punir les switches en fait, pour le coup. Et même si OKC a un peu augmenté l'intensité des aides derrière pour les protéger, bah voilà, il y avait les fameux schémas habituels de Mazzulla qui est prêt quoi, du genre quand on fait une action à 2 sur tout un quart de terrain, que ça switch et que le mec vient depuis le corner opposé, on sait qu'on peut faire un renversement de jeu vers les fameux getter option, je sais pas comment il appelle ça là, buzzer to brother, je sais plus, enfin bref, que des côtés, on attire d'un côté, on libère de l'autre quoi. C'est un peu la philosophie de Mazzulla quoi, d'attirer d'un côté et de vite repartir de l'autre côté, un peu punir le dézonage. Voilà, c'est un peu l'idée. Mais de l'autre côté, tu vois, t'avais les classiques, alors il n'y a pas eu des tonnes, mais on va faire un écran, on libère un switch, et puis Porzingis qui va attaquer un peu petit, il va shooter par-dessus quoi. Et je crois que ça 3-4 fois ça a plutôt bien marché. Pareil pour des séquences avec Tatum finalement. Tatum dès qu'en transition il avait le mauvais défenseur, on attaquait, on allait au panier et puis ça marchait. Et même en termes de un autre aspect de ce match d'ailleurs, ça se voit pas trop dans les stats au final, tu vois, parce que si on regarde, ça saute pas aux yeux en tout cas. Il y a un décalage avec le live. Je parle des rebonds offensifs. Ils ont dominé surtout en début de match, mais ça s'est moins vu étalé sur le match, ça se voit moins. Mais au début du match, ils ont beaucoup dominé là-dessus Boston, notamment avec leur line-up avec 2 intérieurs, j'ai trouvé. Bah ouais, et puis il y a vraiment ce côté bataille des possessions sur lequel en fait Boston arrivait à punir le switch
de OKC en fait, que ce soit avec, alors d'ailleurs avec Luke Cornett qui a fait un match assez alors, étonnant pour vous non, mais moi je trouve assez épatant avec ce côté, voilà, on switch, il y a un petit qui switch sur Cornett, il peut aller au panier, lever les bras et mettre le panier quoi, par-dessus le petit switch quoi, ou alors pareil pour le rebond offensif, quand OKC switchait pour considérer aucun décalage, bah du coup t'avais un mismatch, t'avais pas le bon adversaire face au bon attaquant pour le rebond offensif, et donc t'as tout pu aller chercher des rebonds offensifs par-dessus les petits, Porzingis aussi, quand on lui a mis un petit par-dessus, enfin, tu vois ce côté jeu des possessions, je trouve que jeu des possessions / rebond offensif / punir les petits, Boston était pas mal du tout quoi au final. Et ben ils l'ont fait, tu vois, tu te marrais quand je te disais pendant la quotidienne, putain je me mélange, l'hebdomadaire que Cornett il était vachement utile dans ces situations à 2 bigs, ces line-up à 2 bigs justement pour la bataille des possessions. En vrai c'était pas une vanne, hein. Et je le trouve fonctionnel de plus en plus cette saison, et notamment pour cette bataille des possessions, et défensivement il est pas catastrophique dans le rôle un petit peu de roamer. Donc bon, en vrai moi j'ai trouvé son match plutôt bon. Mais celui d'avant contre Houston est encore meilleur entre guillemets, donc je suis pas énormément surpris. Au sujet de la bataille des possessions, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression que Boston s'est fait ouvrir sur les pertes de balles. Le truc en fait, c'est qu'ils se sont fait ouvrir sur les pertes de balles en fin de match, où Jaylen Brown n'arrive pas à gérer quand il y a une double team sur lui. Il y a 2 fautes offensives sur des écrans qui sont apparemment en retard, je sais pas, genre j'ai trouvé ça un peu après, je suis pas arbitre. On pourra demander à FD. Tiens, il y a FD qui est arrivé en retard. Comme il est dans le chat, là. Et on pourra demander à FD, mais tu vois, j'ai trouvé qu'en vrai, ça s'est joué à plus de détails qu'il n'y paraît, je trouve. Et en réalité, Boston a fait en fait, dans la bataille des possessions, du coup, ils sont à égalité, entre guillemets, donc ils se font pas tant avoir que ça. C'est peut-être sur la transition où ils perdent un peu aussi. Tu vois, j'ai trouvé que la défense de transition d'OKC, elle était vraiment... notamment, il y a une action où SGA, il bâche Tatum qui est assez impressionnante. Mais j'ai trouvé que la défense de transition d'OKC était vraiment bonne aussi. Oui, en effet. Bon, après, pour le coup, encore une fois, moi, je panique pas tant que ça. Il y a eu quand même des bonnes séquences au-delà de l'aspect tactique quand t'as tu vois, encore une fois, Boston qui arrive à récupérer un rebond offensif à cause de Porzingis qui n'a pas le bon match-up, rebond offensif, le ballon qui va sortir, Jrue Holiday qui le sauve, et finalement, tu sais pas pourquoi, il y a Lou Dort qui sort de nulle part et qui fait un pick six, quoi, qui va mettre un panier en transition tout seul. Bon, ça c'est pas tactique, mais ça fait aussi partie du match, quoi, pour le coup. Ouais, mais ouais, alors, non, mais là-dessus, on a des individualités assez qui ont été hyper bonnes, tu vois. Moi, le match de Kenrich Williams. Défensivement, waouh. Non mais partout c'est un peu dingue quoi. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi les gens sont pas tous amoureux de lui. Mais c'est un mec qui sur une possession va te faire un box out exprès sur Allerford comme un gros, hein, parce que Kenrich Williams poste 3 de formation mais qui joue backup pivot grosso modo, et qui il va te faire un box out sur Allerford, et puis la possession d'après t'en parler, mais je crois qu'il y a 2-3 isolations d'affilée où il tient face à Jaylen Brown, et ensuite ça donne le temps à je crois que c'est Aaron Wiggins qui vient faire une prise à 2 là. Et ça fait deux pertes de balles d'affilée, ou une quasi et une autre paire de balles. Mais non, le match de Kenrich assez dingue défensivement. Mais ce que j'ai aussi beaucoup aimé, et c'est marrant parce que quand c'est une bonne équipe qui est championne, c'est du génie. Quand c'était Darvin Ham, on s'en foutait. Mais non, mais je sais pas si t'as vu, mais on a eu un jeu de match-up défensif aussi entre première mi-temps et deuxième, où en fait on commence avec Lou Dort sur Tatum, et la première mi-temps de Jaylen Brown, elle est très bonne quoi. Ouais. Parce qu'il n'a pas affaire à d'aussi bons match-up, donc il y a un peu ce truc intuitif de dire on va mettre le meilleur défenseur sur le meilleur attaquant. Ça paraît totalement intuitif, sauf que c'est pas toujours la meilleure optimisation des assets possibles, notamment. Je vais pas encore refaire le refrain sur Bill Belichick en NFL, mais Darvin Ham l'a fait aussi l'an passé. Je crois que c'est un match face aux Lakers où son meilleur défenseur, il l'a pas mis sur le meilleur attaquant adverse, il l'a fichu sur un mec de la seconde unité, comme ça, la seconde unité entière était morte quoi, parce qu'il y avait Vanderbilt qui a totalement shut down, pardon pour l'anglicisme nul, toute la seconde unité à lui tout seul. Et bref, donc là Mark Daniel a fait pareil, c'est-à-dire qu'en fait il a déplacé en deuxième mi-temps Lou Dort sur notre ami Jaylen Brown, parce qu'en plus Brown c'est pas un mec qui va chercher les switches, c'est pas un mec qui on est plutôt en mode isolation, écartez-vous, je vais faire mon truc, et donc t'as ton meilleur défenseur face à Jaylen Brown, ok,
ça c'est bon, tu gagnes le match-up, grosso modo, j'exagère, hein, mais c'est un peu ça. Et de l'autre côté, Tatum, lui, il va chercher des switches, il va créer des trucs comme ça, donc de toute façon, tu vas être amené à switcher, ou alors Hartenstein va être impliqué, donc tu vas aussi switcher ou faire du drop. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce truc-là, aussi, de dire, tiens, on a notre ami Jaylen Brown qui est plutôt en feu parce qu'il a moins de résistance, et donc on va faire le truc un peu contre-intuitif entre guillemets d'enlever l'odeur de Tatum et de le mettre sur le deuxième meilleur attaquant qui du coup a été neutralisé, et de l'autre côté tu gères plus collectivement Tatum, quoi. Ouais, en fait c'est même parce qu'il n'y a pas vraiment de bons défenseurs pour Tatum alors qu'il y a des bons défenseurs pour Jaylen Brown, donc ça a même plus de sens aussi pour ça, pas seulement parce que c'est le deuxième, pas, tu vois, sans être dans une volonté de leur mettre un classement, mais je trouve qu'il n'y avait pas forcément de match-up adapté à Jaylen Tatum. Je pense que d'ailleurs en NBA il y en a très peu, mais alors que du coup une match-up bien agressive comme Lou Dort sur Jaylen Brown qui est peut-être un peu moins cérébral dans son approche offensive et qu'un handle qui est moins bon comparé à celui de Tatum qui a beaucoup progressé, bah ouais, c'est pas forcément bon pour lui. Mais là où j'ai trouvé où Tatum, lui, avait aussi un peu arrêté de chercher les mismatchs en deuxième mi-temps et avait plutôt attaqué Jalen Williams, et je suis pas sûr que c'était la meilleure option. Enfin, j'ai trouvé qu'ils étaient dans l'exécution tactique, j'ai trouvé Boston dans la deuxième mi-temps quand même moins bon, au-delà des tirs qui sont pas rentrés. Même sur le positionnement de Porzingis, il y a des moments où il est dans les corners. Déjà, Porzingis, il tire pas dans les corners de base, donc même si tu fais un kick-out pour lui dans le corner, bah c'est moins bon potentiellement que si tu le faisais pour Derrick White ou si tu le faisais pour Jrue Holiday. Et en plus de ça, il t'apporte moins de spacing parce que si tu le mets dans le corner et qu'il est défendu par Hartenstein, bah tu laisses juste Hartenstein dans la raquette et du coup tu t'es fait un peu avoir, quoi. Donc, j'ai trouvé l'exécution offensive de Boston quand même moins bonne au-delà des tirs loupés dans la deuxième mi-temps aussi. Ouais, ça m'a pas choqué. Ça t'a pas choqué. Après, il y a toujours ce truc de... le Boston fait très bien le quadrillage du terrain, quoi. L'aspect de isolation pour Tatum ou pour Brown. Pardon, je m'étouffe. C'est toujours bien fait on met un mec dans le corner, un shooter dans le corner, un shooter sur l'autre aile, on libère totalement l'espace, et puis ou alors l'aspect aussi on va faire notre jeu à deux d'un côté et on va faire exprès que Al Horford doit se placer sur l'aile de l'autre côté et pas dans le corner, parce que dans le corner ça veut dire que son défenseur peut aider rapidement au panier, donc on va le placer sur l'aile. Enfin, il y a toujours les trucs habituels, hein, au final, mais ouais, non, mais en fait, il y a aussi des séquences défensives de très haut niveau, quoi. Alors, j'ai parlé de Kenrich Williams, Cason Wallace aussi, hein, pour le coup, qui a été très très bon, je trouve. Voilà, on l'a même pas rappelé, c'est un match où il n'y a pas Caruso. Bon, il n'y a pas Chatham Grant, ça vous le savez aussi. D'ailleurs, on en parle ou pas, ça, du fait que Chatham Grant, qui est littéralement un top 30 NBA, le mec n'est pas là, on met Hartenstein. Ah tiens, ça marche aussi pas mal. Quelle conclusion on peut tirer sur Hartenstein? Bah, je pense que pour le coup, c'est un terme qu'on évite d'utiliser, mais sous-évalué. Et je pense que si OKC l'a payé aussi cher, ils savaient à peu près ce qu'ils étaient en train de faire aussi. Hein. Ils avaient l'argent pour le faire et la flexibilité financière, mais ils n'ont pas balancé de l'argent par-dessus les fenêtres parce qu'ils en avaient, quoi. Donc, ouais. Vincert qui nous dit la physicalité, anglicisme, et c'est clairement un truc qui fait derrière l'attaque de Boston depuis longtemps. Orlando nous embête toujours. C'est vrai qu'Orlando, vous n'êtes pas bon face à eux. Non, mais jamais été bon contre eux. J'ai l'impression qu'il y a un historique même depuis genre 2010-2012, enfin à l'époque de Dwight Howard, j'ai toujours l'impression qu'on a galéré contre. Ouais, mais même pendant la guerre de sécession aussi. Oui, notamment à l'époque où on allait à Walt Disney pendant la guerre de sécession. Titi Carlito qui nous dit beaucoup de séquences sans Jrue, White et Brown sur le terrain en même temps. Et donc c'est des Pritchard sur SGA et pas trop compris ce choix. Bah, nous non plus. Ouais, mais vraiment il a pas beaucoup joué, hein, Pritchard. Non, parce que c'était pas. Tu sais, l'année dernière, en playoff, plus les tours avançaient, moins il avait de minutes. Parce que plus les tours avançaient, plus il y avait des joueurs pour attaquer Pritchard. Et c'est un peu le même problème. Donc, difficile à évaluer en fait. Après, je pense qu'il y a des équipes qui sont peut-être moins équipées pour le punir. Mais pour le coup, le mettre sur SGA, c'était soit essayer un peu de faire un coup de pression à SGA en lui disant non mais pas besoin d'aller chercher sur le mismatch, on te l'offre, on lui fait confiance. Pas sûr que ce soit une très bonne idée, mais de toute façon Jrue Holiday il s'est aussi fait attaquer directement par SGA, donc à partir de ce moment-là tu peux pas non plus, il n'y a pas vraiment de solution quand tu vois que OKC
trouve des solutions offensives exprès pour avoir 4 joueurs d'un côté qui vident tout un côté et de l'autre côté avoir SGA qui attaque en 1 contre 1 Derek White ou d'avoir SGA qui attaque Derek White ou Jrue Holiday en 1 contre 1. Normalement en NBA les équipes ne font pas ça, elles cherchent pas à attaquer en 1 contre 1 Derek White ou Jrue Holiday. Ok, ici a pu le faire, donc c'est aussi il y a aussi le talent de SGA qui change un peu la physionomie de l'attaque, quoi. Vous pensez quoi des line-up de Joe Mazzulla, je suppose, notamment en fin de 3e quart-temps avec Pepe, Hauser, Tatum, Horford et Cornet. Je trouvais ça étrange et sans solution sur cette défense. Ouais, bon, on en revient un peu au côté Peyton Pritchard qui n'a pas pu créer grand-chose, quoi, pour le coup. Sam Hauser, ouais, je suis un peu déçu. Alors, voilà, c'est un shooter, donc parfois ça rentre, parfois ça rentre pas. Oui. Là, c'est rentré, c'est pas ni scandaleux ni génial. Mais moi j'adore, hein. Franchement, y a toujours les trucs habituels. Alors j'ai bien aimé, il y a un système en première mi-temps où c'est lui qui fait la remise en jeu pour Peyton Pritchard qui sort dans le corner. Il est ligne de fond, je veux dire, la remise en jeu. Et puis ensuite il vient... lui il remet en jeu et ensuite secrètement sournoisement il remonte de l'autre côté prendre un 3 points. Enfin, franchement le match de Mazzulla en termes de play calling, il y a de très très bons sets, hein. Franchement je pense qu'il faut pas trop s'arrêter à la défaite, tu vois. Tu parles un peu de Hartenstein qui n'hésitait pas à abandonner un peu plus qu'en première mi-temps des shooters, notamment pour Porzingis. T'as un excellent système comme ça est-ce que je vais arriver à le retrouver en parlant, mais t'as un excellent système où sur une remise en jeu t'as justement un peu on va faire un post-up à Tatum, voilà, je l'ai ici, est-ce que vous le voyez? Hop, on donne la balle à Tatum d'un côté, on sait que Hartenstein ici va venir aider Porzingis qui démarre ici et qui va coulisser exprès, voilà, ça c'est fait exprès, c'est le fameux quadrillage à la Boston, quoi. Alors au final il va louper le tir, mais voilà, c'est un peu je trouve le match habituel de Mazzulla et de Boston qui déroule, on quadrille, on sait ce qu'on fait exactement, on sait qu'il va vouloir venir aider sur la deuxième mi-temps, même alors qu'il a un bon shooter, donc il y va, on libère, tout le monde se met en haut, comme ça il y a de l'espace ici, et hop, le kick-out facile, la lecture, c'était le play call, on a un 3 points ouvert, quoi. Et franchement, moi, des systèmes comme ça, il y en a des tonnes, hein, de la part de Mazzulla, des bienfaits, mais c'est juste, entre guillemets, encore une fois, que les tirs rentrent pas, quoi. Et bon, c'est un peu le problème, c'est que on s'en fiche, quoi. Au final, il faut aussi que ça rentre sur un match comme ça, que je veux dire, sur une série, ça peut s'équilibrer, mais voilà, quoi. Et tu vois, lui, avoir Porzingis dans le corner, je trouve que c'est quand même une... je veux dire, c'est une erreur pour moi que ce soit lui qui aille dans le corner. Genre, il prend jamais tir à 3 points dans le corner. En fait, c'est là, pour le coup, ils le mettent dans le corner parce qu'ils savent que de toute façon, Hartenstein va venir aider. Donc il y a un peu, pour moi, il y a un peu ce côté, de toute façon, tu viens aider, donc autant te mettre dans le corner parce qu'on sait qu'il y aura la passe, quoi, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais il est placé, tu vois, il coulisse, donc en réalité, qu'il se soit, genre, si tu remontes un peu, est-ce que ça change grand-chose que ce soit, tu vois, quand ils sont ici, est-ce que, tu vois, Hartenstein, il est là, enfin, je veux dire, Porzingis, il peut être aux fraises ou dans le corner. Hartenstein, il est ici en réalité dans tous les cas. Et c'est là où je trouve ça. Mais peut-être que d'ailleurs, c'est quand Joe Mazzulla a dit que la gestion du spacing et la pause d'écran n'avait pas été bonne en deuxième mi-temps. Ouais, moi, sur les empty action, ouais. C'est en début de deuxième mi-temps, c'était. Il y a 2-3 positions d'affilée où c'est un peu. C'est très très nul, ouais. Et du coup, il n'y a pas de décalage et du coup, il y a 2 pertes de balles, je crois. Ouais, voilà, c'est ça. Et j'avoue qu'il y a des situations de drive de Tatum aussi, je sais plus. Je crois que d'ailleurs, c'est un drive où il marque un panier, donc ça se voit pas forcément. Mais en fait, il y a Holiday et Porzingis dans le même corner. Du coup, t'as l'aide au cercle qui est facile et t'as pas besoin d'avoir une grande complication pour faire la rotation dans le corner parce que t'as déjà un mec qui couvre de loulou. Donc en réalité, j'ai trouvé quand même... Genre, je suis pas en train de dire qu'il a fait un mauvais match et de répéter parce que là, tout le monde dit qu'il s'est fait out-coach par Mark Daigneault. Je suis là, oui, ils ont surtout marqué 20% de leurs 3 points en réalité. Mais oui, je trouve quand même qu'il y avait un manque de qualité dans l'exécution offensive comparé à d'habitude. Ouais. Ce qui est peut-être aussi lié au fait qu'ils ont joué 3 fois en 4 jours, ou en 4 jours et demi si tu veux. Mais t'as quand même enchaîné genre un back-to-back, un jour de repos, et un match à 3h de l'après-midi en ayant joué déjà le 31 et le 30, un truc comme ça. Donc là, ils sont un peu sur les rotules, je pense, et ça s'est quand même pas mal vu. J'en ai déjà montré un deuxième empty action en début de deuxième mi-temps qui a été loupé. Qu'est-ce qu'on fait? On passe, voilà, on a tout un quart de terrain libéré pour le jeu à 2, je le dis pour ceux qui sont en podcast, et en fait on va chercher un troisième homme, plutôt que de passer Derek White qui passe par-dessus pour Tatum qui va au panier, on passe par un troisième homme, on short le pick and roll comme on dit,
on passe par Porzingis, sauf que vous allez voir que la passe est un peu téléphonée. Et du coup ça marche pas quoi, parce que l'écran est pas bien posé, donc voilà les soucis un peu d'exécution, comme on dit, regardez, il n'y a pas tant que ça de décalage, en tout cas ça réagit assez bien et la passe est pas top, mais de toute façon il y avait l'aide derrière en deuxième rideau. Mais bref, c'est vrai que bon, on a beaucoup parlé de l'attaque de Boston. De l'autre côté, est-ce que tu as des trucs à dire ou pas? Lou Dort a mis plus de 3 points dans la deuxième mi-temps que toute l'équipe de Boston. Voilà, déjà, c'est un premier point. Et tu le dis en rigolant, mais c'est un vrai truc parce qu'il a été abandonné tout le match et à la fin il a mis ses tirs ouverts quoi. Bah ouais, il en a... bon, après Boston en a mis que 3, mais lui il en met 4 sur la deuxième mi-temps, bah ça fait 12 points que Boston a été entre guillemets prêt à concéder, mais aussi espérer que sur les 12, il y en ait que 3 ou 6 quoi. Donc non, sinon dans l'animation offensive, j'ai trouvé que c'était... Tu vois, dans l'animation offensive, j'ai trouvé que c'était limite parfois mieux sans Hartenstein et dans leur 5 un peu plus small ball. Et j'ai trouvé que sinon, ils faisaient pas mal de sets un peu statiques pour offrir des situations d'un contre 1 à SGA qui transforment très bien. Mais sinon, dans l'animation offensive, non, j'ai un peu moins de choses à dire sur OKC. Bah, il y a quand même... Moi, il y a toute une séquence de jeu, je crois que c'est le deuxième quart-temps, où j'ai pas compris. On a mis Cornet en défense sur Aaron Wiggins, comme si Wiggins était un non-shooter ou un non-dribbleur, et que du coup Cornet, donc le pivot Cornet, on va le mettre sur Wiggins, comme ça tu peux l'abandonner. Et sauf qu'en fait, il s'est fait totalement... il s'est fait cuire des deux côtés quoi. J'ai pas compris ce move qui a duré quelques minutes et on a 4, 5, 6 séquences d'affilée où du coup non ça marche pas parce que Wiggins qui était un vrai, pour le coup qui est un vrai poste 3 qui a du dribble en plus que ce qu'on ne pense et qui en plus a un peu de shoot, dans le long on a réussi à libérer je crois 2-3 tirs ouverts parce que Cornet défend loin. On a aussi Wiggins qui va attaquer du Cornet sur de dribble en fait et qui va au panier et qui va marquer, donc ça j'avoue que c'est un truc que j'ai pas trop compris. Ce que j'ai apprécié aussi c'est Cason Wallace en attaque. Et c'est là aussi que tu vois que c'est un mec, c'est un ancien prospect à ses côtés en fait, parce que techniquement c'est un 3&D, sauf qu'en fait il y a des séquences de jeu où tu vois qu'il a du dribble, il peut aller au panier quoi. Donc c'est pas le Wes Matthews qui a toujours été un 3&D en carrière quoi. C'est tu sens un peu les relents, alors c'est pas beau à dire pardon, mais en tout cas en arrière-plan un peu les quelques qualités de porteur de balle où t'as un système qui va pas très bien, qui donne rien, il va attaquer jour leader 1 contre 1 et puis il va au panier, il va marquer. T'as des fois en transition, il voit qu'il a le mauvais match-up, hop j'attaque notre ami à Ford et je le prends de vitesse en transition et je vais au panier. T'as une action en deuxième mi-temps aussi où Tatum sort un peu tôt agressivement sur un dribble end-off, sur un jeu de main à main. Cason Wallace qui revient à l'intérieur, hop, et puis qui va gérer, qui va jusqu'au panier, jusqu'au lay-up. Enfin, voilà, il y a un côté porteur de balle qui fait du bien, quoi. Et tu vois, alors Caruso a des problèmes de blessure, mais je m'attendais pas à ce que Cason Wallace joue autant cette saison par rapport à Caruso et même par rapport à Isaiah Joe. Parce que Isaiah Joe semblait avoir un peu gagné sa place l'an passé. Et j'avoue que Cason Wallace, finalement, on a le développement d'un mec qui, on savait que c'était un top défenseur, mais ouais, franchement, très bon match là encore quoi. Mais bon, il n'y a pas de secret quand tout le monde fait un bon match, tu gagnes contre la meilleure équipe de NBA ou une des deux quoi au final, parce que bon, Hartenstein, on a déjà parlé un peu de la défense, mais t'as des séquences de pause d'écran qui sont assez phénoménales. J'ai bien aimé, il y a 2 ou 3 fois ils ont utilisé un piqué dans 2 écrans. Mais le deuxième écran, donc le deuxième poseur d'écran, c'est Hartenstein, mais il se met pas à la même hauteur. Il se met beaucoup plus bas parce que genre l'idée c'est de tricher et de se mettre plus bas. Et donc Hartenstein se met plus bas et donc ça, l'écran s'ajuste bien et ça donne, je crois, un flotteur dans la raquette pour Hartenstein après une petite passe. T'as un autre écran où il fait un piqué dans avec Jalen Williams. Et puis il arrive à totalement premier écran et puis ensuite le deuxième, le fameux Gortat. Et tu fais une pause. Tu vois qu'il y a un champ libre, il y a un boulevard quoi, tu sais, c'est les Champs-Élysées quoi, c'est Jalen Williams qui va au panier, mais parce qu'en fait Hartenstein bloque tout le monde quoi. Donc gros match d'Hartenstein, j'ai trouvé. Wallace on en a déjà parlé, Kenrich Williams. J'ai bien aimé aussi l'aspect de finalement Boston switch tout, mais toi tu peux nous le dire. Je crois que le seul sur lequel on est un peu hésitant de switcher au-delà de Porzingis, c'est Al Horford. Oui, alors j'ai pas une grande compréhension de pourquoi. Avec Vincent, on a une théorie, c'est qu'ils veulent pas le fatiguer. Du coup, ils lui font faire du drop pour qu'il ait moins à couvrir le terrain.
mais il est bien meilleur. En fait, il est meilleur, il est encore bon sur mon Switch, enfin, je trouve, mais il l'utilise moins là-dessus. Est-ce qu'ils veulent le préserver ou est-ce que c'est lui qui préfère ou est-ce que je sais pas pourquoi ils le font de telle manière, mais oui, ils essayent d'éviter le plus possible qu'ils switchent et je trouve que ça handicape un peu la défense sur certains moments, notamment quand ils jouent en tant que seul intérieur. En fait, le truc, c'est que ça a permis aussi à Boston d'être en mode, en fait, sur ces écrans-là, on va rester à 2 sur SGA, quoi. Et c'est un luxe, parce que tu le forces un peu à lâcher la balle, ou alors tu le forces à aller attaquer un 2 contre 1, et parfois il l'a fait, et c'était pas top. Mais pourquoi est-ce que ça a été possible ? C'est parce que ils ont pu mettre à leur Ford sur Lou Dort, en fait. Ouais. Donc tu switches pas, mais c'est pas grave, t'as pas besoin de le défendre non plus, donc tu peux rester sur SGA. Donc ça a créé ces 2 contre 1. Ce qui fait que on a essayé un peu de s'ajuster en mode tiens, tu restes à 3 points, comme ça t'auras un pick and pop ouvert. Bon, première mi-temps, il l'a pas mis. Ensuite on a Kenrich Williams est entré, lui qui est pas non plus un top shooter pour le coup, qui lui a mis son pick and pop pareil en mode alors on va attaquer exprès à leur Ford, et comme ça leur Ford va rester sur LG 2 contre 1, on aura le pick and pop. Mais non, surtout qu'est-ce qu'on a vu apparaître dans le match du coup, c'est Jalen Williams. Jalen Williams qui a fait 9 minutes, alors ça paraît peu, mais dans un match comme ça, je m'attendais pas à le voir, même pas du tout. Et en fait, Mark Daniel t'a un peu sorti cette carte pour ça, quoi. Pour l'aspect de pick and pop et ou slash juste 3 points, parfois de juste tenir un peu dans le périmètre, quoi. Et c'est vrai que ça marchait. Ça marchait plutôt pas mal parce qu'en fait tu peux pas au niveau des match-ups c'était plus pareil, quoi. Une fois que t'as Jalen Williams, alors Ford pouvait plus être sur Lou Dort ou sur des petits comme ça. Donc ça, tu vois, t'as 2-3 séquences comme ça où en fait ça marche pas mal de jouer cette carte là. Et franchement pas mal du tout. Donc j'ai bien aimé. Et bon, je suis pas sûr qu'on en ait besoin une fois en playoff, parce que je crois qu'on a une question comme ça sur le chat, mais avec Chet qui va revenir, il y aura pas ces problèmes là, quoi. Mais voilà aussi les minuscules matchs dans le match, quoi, finalement entre les coachs NBA, et parfois ça a l'air de rien, mais c'est sur des petites rotations comme ça ou des mini ajustements, et là on avait affaire, je pense, à 2 des meilleurs coachs de NBA. Donc moi je sais qu'il y a des gens qui disent la saison régulière on s'en fout. Purée, mais quel kiff, quoi. Moi ce match là c'était incroyable, quoi. C'était un super match, et c'est surtout que il y a eu un peu une notion aussi de hasard qui rajoute un peu le fait que t'as beau exécuter très bien, en fait le basket ça reste un jeu il y a une partie un peu de variance entre guillemets, et c'est pour ça que les séries aussi sont pas jouées sur un seul match. Je trouve que c'est encore un bon exemple de pourquoi on va faire 7 matchs d'une série comme ça. C'est parce que en plus d'un quart-temps à un autre, d'un temps mort à un autre, d'une mi-temps à un autre, t'as les ajustements qui fonctionnent plus ou moins bien selon la réussite aussi de ce que tu essaies de mettre en place. C'est pour ça que 7 matchs de ça serait quand même beaucoup plus intéressant que faire une finale en un seul match, je trouve. Ouais, effectivement. Non, mais après, pour le coup, j'ai parlé un peu de Boston qui organise bien le terrain. OKC, c'est un peu pareil, hein. Pour le coup, ils sont quand même très forts là-dessus. Et c'est vrai que quand tu atteins le point qu'on a vu où, non, mais SGA il va attaquer le jour l'idée en 1 contre 1, tu dis bon. Ok, qu'est-ce que je peux faire, quoi. Je crois que en plus c'est 2 possessions où ça donne 2 pull-up à 3 points, ce qui est pas forcément de base la force de SGA, mais là c'est le cas. Et puis juste pour rattraper le truc aussi, on a parlé du manque de chance, en tout cas du manque de réussite à 3 points, un peu sur des 3 points ouverts pourtant de bonne qualité de Boston. Ok, ici c'est un peu l'inverse, quoi. C'est-à-dire qu'il y a ce plan de jeu où tu vois, t'as des séquences défensives. Encore une fois, moi les line-up avec Cornet, à la fois Cornet et Porzingis qui ont très bien marché, quoi. Parce que t'abandonnes à 3 points et tu verrouilles la raquette, et c'était génial. Et encore une fois, moi je suis pas un grand fan de Cornet de base, mais là pour le coup, t'as des séquences avec des 2 gros et ça marche très bien. Avec Allerford aussi. Et bref, pardon, je reviens à ce que là je voulais dire. OKC c'est un peu l'inverse de Boston, c'est-à-dire que il y a la stratégie où Lou Dort a été abandonné, il a pas mis ses tirs, et puis à la fin oui, quoi. À la fin t'as 2-3 tirs ouverts, et puis les grands ouverts, et puis il les met, quoi. Et ça, je dis pas que c'est que ça, mais ça participe aussi à faire gagner le match avec ce pur shot making, entre guillemets, quoi. Oui, c'est un peu là où pourquoi je fais la blague de Lou Dort, il a marqué plus de 3 points en deuxième mi-temps que tout Boston réuni. Ça en dit beaucoup sur la réussite de les joueurs que Boston a décidé de laisser ouverts, et sur la réussite que Boston a eu à 3 points. Ouais. Effectivement, j'essaie de regarder mes notes et je vais pas non plus regarder tout le match ensemble. Mais non, franchement, on peut s'arrêter là, je pense, sur ce match-là. Écoute, s'il y a des questions, on peut y répondre, mais je pense qu'on a fait. Ça fait combien de temps qu'on raconte ? Ouais, ça fait 40 minutes sur le match. C'est pas mal, ouais.
D'ailleurs, à ce sujet, question de allons-y quoi. À ce sujet, ils vont faire quoi du coup quand Chet va revenir? Quel rôle, minutage pour les deux, Chet et Hartenstein? Bah, Hartenstein, tu peux lui filer que 20 minutes ou tu peux les faire jouer à deux. Enfin, je veux dire, quitte à pas avoir de spacing, tu peux avoir de la taille, quoi. Enfin, moi, je vois une situation où... Par contre, ce qui va être assez incroyable, c'est qu'il va y avoir 48 minutes, où il y en aura au moins un des deux sur le terrain à tout moment. Et ça, c'est terrible. C'est plus ça qui est, je trouve, le plus impressionnant dans la construction d'effectifs. Ça veut dire que sur 48 minutes, tu auras soit Hartenstein, soit Chet Holmgren sur le terrain. C'est assez colossal défensivement quand même, en défense intérieure. Vous considérez la défaite plus comme une anomalie ou un travail bien exécuté de OKC? Je sais pas. En vrai, je pense qu'il y a une part des deux. En fait, le travail bien exécuté, c'est de faire un pari. Et si le pari marche, bah tant mieux, tu vois. Mais tu peux pas. Ils étaient un peu obligés de le faire, ce pari, parce que en première mi-temps, je trouve qu'ils font moins le pari de venir beaucoup plus aider au cercle. Et ils se font beaucoup plus punir au cercle, justement. En fait, pour moi, la réussite à 3 points, elle m'importe peu. Ce que je vois, c'est la réussite au cercle qui a beaucoup diminué en deuxième mi-temps. Et du coup, c'est quand même lié à ça. Donc, ils ont fait le pari de dire, si vous voulez nous battre, vous nous battrez à 3 points, mais vous nous battrez pas au cercle. Et pour le coup, limiter Boston à 2 sur 9 en réussite au cercle sur une mi-temps, c'est du très bon boulot. J'avoue que j'ai quand même une petite déception parce que ça marchait quand même très bien en deuxième mi-temps. Le pick and roll Tatum qui va cibler Hartenstein et autres. Alors, ok, parfois il y avait des ajustements et contre-move de on fait un switch et double, comme tu t'entends parler. Donc au final, parfois il pouvait rien faire, quoi. S'il se prend une prise à deux, ok. Mais je trouvais parfois ils avaient trouvé un peu des bons petits trucs et astuces, du genre poser l'écran très haut et changer l'angle de l'écran au dernier moment. Et donc Hartenstein se retrouve non seulement en retard, mais en plus du mauvais côté. Et donc ça donne un pull-up à 3 points ou ça donne une ligne de drive, notamment. T'as les fameuses RAM action. Donc qu'est-ce qu'on fait? C'est un écran pour le poseur d'écran. Donc en gros, on fait un écran sur Hartenstein et qui arrive en retard sur le vrai pick and roll, quoi. Grosso modo, c'est un peu ça. Et ça aussi, ça a pas mal marché. Et je pense que alors, c'est pas grand chose, hein, et comme dit, ça se joue à du shot-making un peu aléatoire. Mais tu vois, c'est peut-être aussi ma déception, c'est que parfois on n'est pas plus, paradoxalement, un Tatum encore plus héliocentrique. Là-dessus, je pense que c'est peut-être le seul truc qui me manque un peu, c'est quand ça marche, vas-y, quoi. Ouais, filez-lui tous les ballons et en plus il a créé énormément de tirs ouverts pour ses coéquipiers. C'est d'ailleurs le seul qui arrivait vraiment à en créer. Et je crois qu'il finit avec un truc comme genre 16 potential assists et je crois qu'il en a qu'une au final. Donc en gros ça veut dire qu'il y a, d'après les trackings, il y a à peu près genre 14 ou 15 tirs ouverts pour ses coéquipiers qui n'ont pas été rentrés. Bon, après voilà, tu vois là c'est encore un truc à la con, hein, mais sur un narratif de leur trophée MVP là. Bah tu fais un Tatum qui finit en 25-15 passes décisives avec une victoire à OKC pour arrêter une série de victoires. T'en bouffes pendant une semaine de genre il a retourné la course au MVP mes couilles, alors qu'en fait il y a juste des mecs qui ont loupé leur tir dans les corners. Bip. Enfin, ah oui, là tu vois. Il n'y a pas de montage. Désolé, mais tout ça pour dire que oui, en vrai Tatum mériterait à avoir un plus gros volume parfois. Mais surtout qu'en plus, je l'ai dit tout à l'heure, mais ils ont fait l'ajustement en deuxième mi-temps de mettre Lou Dort sur Brown. Oui. Et donc en fait, tu vois, par exemple, il y a un autre système. Alors c'est du Boston Basketball, hein, c'est très Tyronn Lue aussi, c'est pas flamboyant. On fait un premier écran Porzingis avec, je crois que c'est Pritchard, juste pour tester, voir s'il n'y a pas un pick and pop d'un côté ou de l'autre. Ça marche pas, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on fait? On s'écarte et là, la course croisée de Tatum qui va s'installer au poste bas et tout le monde est libéré. Enfin, l'espace est libéré, tout le monde est parti. C'est le système, c'est un ITO normal, voilà. C'est fait pour ça, et donc il a tout l'espace. Post-up, il shoot par-dessus Jalen Williams, qui est pas non plus un switch, hein, c'est juste le bon match-up, et ça score, quoi. Et c'est pour ça que c'est un peu décevant, c'est que j'aurais aimé, mais c'est pas trop sa nature non plus, c'est pas trop non plus le truc de Boston, mais j'aurais aimé que ça insiste un peu plus, parce que à la fin, les pick and roll face à Hartenstein, ça commençait à marcher pas mal du tout, vraiment. Et même voilà, quoi, si tu mets Lou Dort, que OKC veut se permettre le luxe de mettre Lou Dort pour éteindre complètement Jaylen Brown,
bah toi tu devrais profiter qu'il y a un moins bon défenseur sur Tatum. Et encore une fois, Jalen Williams, c'est pas n'importe quoi. Sauf que bah, il est quand même capable de se libérer son tir face à lui et même de le marquer, quoi. Donc voilà, moi petit regret par rapport à ça, mais bon, c'est pas non plus immense. Que j'essaie de rattraper aussi les questions, pardon, je suis un peu perdu. C'est là où aussi on voit la profondeur de OKC, nous dit Titi Carlito. Other pas en forme, Pritchard pas une bonne match-up et le banc est annihilé, alors qu'OKC a 2 gros absents, mais ils sortent des Kenrich Williams, des Jalen Williams, des Wiggins, des Casey Nolas. Ouais, c'est un peu effectivement, c'est un peu ce qu'on a détaillé, et surtout un match où tout le monde est hyper en forme. Alors je crois que celui qui était le moins en forme, c'était peut-être Jalen Williams, mais qui était pas cata, qui était juste normal, quoi, pour le coup, je trouve. Mais voilà. Un peu de mal sur ses drives, j'ai trouvé. Mais peut-être que c'est pas aidé par le spacing, encore une fois. La finition notamment. Oui, sur la finition de ses drives, ouais. J'ai une action, attends, il faut que je la trouve. Je vais la chercher là. Ouais, elle est là. On la voit là. Alors, c'est pour conclure. Alors tu vois Mark Daniel qui annonce spread pick and roll, écartez-vous. Ah, j'ai coupé un peu tôt, on le voit pas. En gros, il dit écartez-vous, voilà. Donc SGA qui est ici, pick and roll, on est en fin de match, 94-88, fin de match, on appelle le pick and roll. Vous voyez qu'Alorford il dit tiens, un jour l'idée tu prends, comme ça moi je vais pas être sur l'écran, voilà, un jour l'idée qu'il prend, et comme ça il est pas sur le pick and roll. Et donc qu'est-ce que fait SGA? Renversement vers Jalen Williams, c'était parfait, vu qu'Alorford a voulu tricher, bah c'est Alorford qui se retrouve sur Jalen Williams, c'est parfait, le play call, l'exécution, la lecture, Williams qui attaque, qui va jusqu'au panier, on se retourne, le pied de pivot, tir ouvert dans la raquette. Bon, ça marche pas. Voilà, tu vois, en termes narratif tactique, ça m'aurait aidé, moi, pour une vidéo, ça, par exemple. mais ouais, il y a 2-3 drives comme ça où il arrive pas à finir la fin, mais voilà, c'était pas le... C'est juste... il était pas cata, hein, c'est juste que c'était peut-être... il était juste bon plutôt que les autres qui ont tous été très bons, je trouve. Pardon, mais voilà. Mais tu vois, moi, c'est le genre de truc qui m'en fout, ça, parce que pour le narratif tactique, c'est génial, quoi. Et pourtant, il le met pas, le tir. Bref, au final, Boston, c'est un peu toujours pareil. Non, point d'interrogation. Les shoots rentrent, l'équipe est injouable, les shoots rentrent pas, et ça devient compliqué. C'est un peu ça. Mais comme beaucoup d'équipes, au final. Il y a un peu plus de nuances, parce que tu vois, en fait, en première mi-temps, ils rentrent pas beaucoup plus. Ils rentrent encore moins leurs tirs en deuxième mi-temps, mais en première mi-temps, ils les rentrent pas non plus leurs tirs, mais comme ils font le choix de rester en 1 contre 1 entre guillemets au cercle, OKC se fait pas avoir. Donc en fait, c'est plutôt... Enfin, moi, je trouve que la physionomie d'un match de Boston, elle va dépendre de la réussite à 3 points, mais elle dépend aussi énormément de ce à quoi Cleveland, l'adversaire, est prêt à donner entre guillemets à Boston. Et tu vois le match de Cleveland où ils arrêtent la série de victoires, dans la première mi-temps, Boston essaie énormément d'aller au cercle, et Cleveland est hyper présent sur les aides et annule totalement l'ouverture au cercle, mais par contre Boston finit la mi-temps à genre 65% à 3 points. Du coup Atkinson, il dit arrêtez de trop venir en aide, restez sur votre gars, et puis bon, si on se prend des tirs à l'intérieur, on se les prend. Et du coup, ils se font fumer à l'intérieur la deuxième mi-temps, parce que du coup, dans un tel spacing, si tu décides de laisser ton gars en 1 contre 1, tu vas un peu te faire rogner. En fait, le but de Boston, c'est pas de prendre des 3 points, c'est de prendre des tirs à l'intérieur. Le tir à 3 points, c'est un peu plus un moyen qu'un but, je trouve. Et du coup, je trouve que c'est pas toujours pareil, parce que ça dépend beaucoup de comment la défense va vouloir essayer de gagner son pari face à Boston. Oui, et puis j'ai envie de dire, en fait, c'est comme toutes les équipes. Quand elles mettent leurs tirs, elles sont injouables. Quand elles les mettent pas, c'est plus compliqué. Mais le truc, c'est qu'en fait, on le fait ressortir avec Boston parce que le 3 points est un tir qui est singularisé par rapport aux autres. Oui. En fait, dans l'histoire de la NBA, ça a toujours été ça. Quand tu mets tes tirs, t'es bon. Et quand tu mets pas tes tirs, t'es moins bon. Non, mais je caricature un peu, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais vu que le 3 points est un tir qui, dans le box score, est séparé de tous les autres, ça permet un peu plus de voir ça, quoi. Donc au final, ce qu'on appelle variance, et ce qu'on appelle le 3 points qui apporte beaucoup de variance, oui, mais c'est juste qu'avant, c'était des longs tirs à 2 points, ou même en général, c'était que des 2 points, et donc on pouvait pas aussi facilement singulariser un de main en se disant ah tiens, ils ont pas mis leur tir, du coup ils ont perdu, ou alors ils ont mis leur tir et ils ont gagné. En fait, c'est toujours un peu pareil, quoi, au final. Perso, je comprends que les audiences chutent trop de 3 points. Ouais, voilà, c'est un peu ça. Pour le coup. Il faut lui couper internet, monsieur Bamzerito.
Kamel l'Ancien qui nous dit, vous pensez quoi du niveau de playmaking de Tatum? Je pense que justement c'est peut-être un peu ce qui manque un peu, parce que là encore il y a de bons systèmes, de bons play calls pour Tatum, ou de bons ajustements avec les fameuses défenses là dont on a parlé, une prise à deux qui arrive, la première fois ils sont pas prêts, la deuxième fois ils sont prêts, et donc Tatum sait qu'il va devoir renverser le jeu, et pourtant il y a 2-3 passes pas hyper précises je trouve, mais voilà, on sait que Tatum sera jamais un immense playmaker de ce point de vue-là, mais bon, voilà, c'est pas non plus. C'est quand même pas mal quand même. C'est quand même pas mal. Et puis il progresse bien, tu vois. Moi, je trouve dans la gestion des fois où il est pris à deux, je trouve que son dribble, en particulier main gauche, ouvre une autre géométrie du terrain pour lui, entre guillemets, d'autres angles, d'autres types de possibilités. Et du coup, je trouve qu'en playmaking, pour un joueur qui est encore jeune, bah il y a quand même pas mal de progrès. Donc non, je suis plus déçu du decision making et de l'implication parfois en termes de volume que du playmaking en tant que tel. Mais après, c'est peut-être un peu lié. Excellent commentaire de Malakos qui nous dit: en tout cas, cool cette quotidienne qui permet de décortiquer les matchs des plus petites équipes. Touché, effectivement. Effectivement. Bon, c'est la première et puis il y avait un énorme choc, on va pas s'en priver quand même. Si on a fini sur ce match, parlons de petites équipes alors, si tu veux bien, je peux en dire deux mots vite fait. Lakers-Houston, ouais. Petites équipes, petit marché. Non, alors c'est vrai que Lakers-Houston, qui était aujourd'hui, enfin hier du coup, je sais plus. Mais non, alors c'est assez marrant de voir à quel point l'identité des Lakers, elle est pas très stable. Tu sais, on a eu un peu en début de saison un passage avec Dalton Knecht qui était la star titularisée et tout. Et ouais, tu te rends compte que ouais, c'est cool en fait quand t'as Austin Reeves, Dalton Knecht, etc. Et quand tu mets des mecs offensifs, ouais, t'as des bonnes attaques. Ah mince, mais du coup on a des mauvaises défenses. Et bon, là ça a été l'inverse, c'est-à-dire que là je crois même que Finney Smith a commencé à la deuxième mi-temps et d'ailleurs Dalton Knecht qui joue beaucoup moins qu'avant. Bref, mais donc voilà, on a un peu ce truc un peu entre les deux où on oscille entre un personnel offensif, un personnel défensif. Bref, et donc là le match-up contre Houston, finalement, moi ce que j'ai trouvé, je sais pas trop par quoi commencer, mais au final on a aussi eu une équipe de Houston qui finalement switchait tout en fait. Pardon. Je perds ma voix. Une équipe de Houston qui switch tout, ça on était un peu habitué. Avec aussi le fameux jeu des match-up où Udoka il met par exemple, il met pas Sengun sur Davis, il va mettre un mec comme Dylan Brooks, quitte à venir aider d'ailleurs, faire des prises à deux ou pas. Quand il y a une prise à deux, Anthony Davis qui fait la passe, 3 points faciles. Quand ça vient pas aider, Davis est capable de scorer par-dessus. Mais au final, j'ai trouvé que les Lakers ont pas mal galéré sur ce match-là pour scorer face à cette défense de switch. Et tu vois, le fameux JJ Redick qui a un playbook fantastique, là pour le coup, on l'a un peu moins vu. Alors c'est un peu dommage. Et bon, alors je sais que faut pas te lancer là-dessus, mais c'est vrai que LeBron pas top sur ce match-là. Aïe, défensivement ou offensivement? Offensivement, là, j'ai trouvé. Aïe. Ah ouais, alors si ça commence à pêcher aussi en attaque sur drive. Un peu partout, parce que tu vois, en fait, c'est juste. Alors, je trouvais le plan de jeu qui peut faire sens. Et bon, moi, si je dis le plan de jeu était un peu simpliste, c'est une connotation négative, alors que c'est juste. S'ils avaient fait le même plan de jeu et que les tirs étaient rentrés, on aurait dit que c'était parfait, c'était méthodique. Mais non, mais j'ai trouvé que ça manquait un peu de jus pour le coup, et c'était beaucoup de postes bas finalement, soit pour on va obtenir un switch pour LeBron au poste bas et puis il va attaquer. Ça n'a pas toujours hyper bien marché. Eddie, ça a pas mal marché, Anthony Davis au final. Pour Austin Reeves, c'était un peu classique, un piqué dans la 2 écrans et puis pas beaucoup plus. Donc voilà, pas top pour le coup ce match-là, j'ai trouvé. Et d'ailleurs, ils ont 20 points d'écart pendant toute la première mi-temps, quoi. Tu vois, ils galèrent vraiment beaucoup à scorer face à cette défense et face au fameux switch de Houston. Et au final, bon, ils se refont largement dans le 3e quart-temps. En fait, bon, pardon, c'est toujours un peu pareil, mais en fait, c'est du shot making, quoi. Ouais, c'est du shot making et en fait, c'est du 3 points. Mais au-delà du côté shot-making et de mettre les tirs, il y a aussi une question de profil de tir, je trouve. Oui, en fait, quand tu recommences à prendre des 3 points, tu peux tomber sur le cas de figure où ça rentre, et tiens, les points s'empilent plus vite, quoi. Et moi, je trouve que c'était assez évident. Alors, tu vois, dans le lot, je parle de shot-making parce que c'est pas que des très très bons tirs obtenus, quoi. Tu vois, il y a aussi un aspect de,
métier un peu parfois compliqué de Austin Reeves qui obtient Sengun sur isolation, il va lui planter un pull-up à 3 points sur la tête en isolation. T'as aussi, bon, ça c'est du plan de jeu, hein, c'est de la tactique, de LeBron qui va attaquer, qui va cibler Alperen Sengun plusieurs fois, et bon, ça va plus au panier face au drop ou ça va plus au panier, ça va juste prendre le pull-up à 3 points. Le prime LeBron James sera allé au panier, mais bon, sur ce match-là, troisième quart-temps, il les a enchaînés, donc ça a pas mal aidé. Il en a mis un côté droit, il en a mis un côté gauche, peut-être tu l'as vu sur une jambe là, ça a beaucoup tourné aussi celui-là. Donc voilà, ils sont quand même, le 3 points est venu un peu sauver les fesses des Lakers sur ce match-là, sur le troisième quart-temps, et ça a quand même bien permis de revenir. Mais ouais, j'ai beaucoup aimé le Finney Smith, même si c'est pas nouveau au final. Un peu de 3 points, un peu de capacité à attaquer les close-out. Max Christie aussi, je sais pas si t'as suivi un peu, mais ça commence à être pas mal du tout, hein, Max Christie, toujours aussi compliqué à dire. Il a ses minutes un peu plus que moi, j'avais vu 2-3 matchs en début de saison et je l'avais trouvé vraiment bon défensivement. Bah, je crois qu'il y a un match contre Boston déjà ou pas, je sais plus. Est-ce qu'ils ont joué contre Boston ou pas? Je crois, hein. Ah, je sais plus, mais je me rappelle l'avoir vu défendre sur un joueur. Mais c'était peut-être Tatum, hein, et me dire ah d'accord. Et offensivement très actif, un peu connecteur, assez présent au rebond. Enfin un peu un mec qui a un peu tous les outils dans la boîte pour être un joueur impactant sur des passages et qui réclame pas trop de ballons quoi. Bah ouais, et puis moi j'ai un souvenir d'un très très bon match en début de saison contre les Spurs. Je crois qu'on en avait parlé dans les c'était contre les Spurs, je pense. Oui. C'était contre les Spurs que j'avais été marqué par sa défense. Ah d'accord, ok. Oui, okay. Mais non, mais en plus il a mis 28 points là il y a quelques jours. Je sais pas si c'est ça. Alors c'est pas en NBA, c'était contre les Blazers, contre Portland. Mais non, mais là tu vois, là, il fait son match quoi. Il y a des drives parfois, il y a des petits 3 points aussi sur des pick and roll entre petits avec Austin Reeves. Donc voilà, plutôt bon match aussi pour le coup, mais beaucoup de. Voilà, le plan de jeu était pas ouf, mais heureusement ce run dans le troisième quart-temps a quand même bien aidé. Et de l'autre côté, tu vas pouvoir me donner ton avis, tu as sans doute vu un peu les Rockets, mais je trouve le plan de jeu des Rockets assez simple, là pour le coup, voire même simpliste pour le coup. Et je sais que toi tu as connu en plus Udoka à Boston. Bon, on a bien compris que le coordinateur offensif c'était Will Hardy quoi. Alors je sais pas si c'est Udoka ou si c'est peut-être le manque de talent offensif de l'effectif de Houston, mais on était clairement sur un plan de jeu. En fait, je trouve qu'il y a peut-être pas beaucoup d'outils, mais concrètement ils font pas grand chose quoi. Tu vois, pour te dire hein, grosso modo, les Lakers ils switchaient pas tout, ils switchaient de 1 à 4 mais ils switchaient pas le poste 5, donc ça a permis que Anthony Davis reste en drop, notamment pour maîtriser un peu la raquette et le panier. Ce qui a forcé un peu, ce qui a déplacé le point de tension, c'était à quel point est-ce que Sengun était capable de nous punir dans le short roll. Short roll en faisant des passes vers le 3 points, ou short roll juste même, est-ce que si Davis reste très bas et je te donne tout cet espace en tête de raquette, est-ce que tu es capable de punir quoi? Est-ce que tu es capable de scorer en tête de raquette ou de faire des moves, de prendre le jump shot? Bon, c'était pas cata, mais c'était pas bon non plus quoi. Il y a quand même pas mal de déchets j'ai trouvé. Donc finalement, quid un peu de cette zone où Sengun devait opérer face au drop très bas de Davis, ça a pas trop bien marché. Donc ça c'était le pick and roll 1-5 qui est un peu une des armes principales. Sinon, on avait aussi en autre manche, autre outil, j'arrive plus à parler, bref, autre façon d'attaquer, c'était on va envoyer Jalen Green attaquer des switches et des mismatchs. Alors pas Davis du coup, parce que Davis ça switchait pas, mais tous les autres ça switchait côté Lakers. Donc Jalen Green va attaquer un tel, va avoir ce switch et va essayer de l'attaquer. Pour le coup, il a fait pas mal de bons trucs. Il a mis ses tirs, il a mis les pull-ups et tout, mais tu vois en termes de création de jeu, c'est quand même relativement limité quoi. Il va pas créer beaucoup de jeux, c'est juste j'ai un switch, je vais l'attaquer et je vais prendre le tir quoi. Donc il n'y a pas non plus tant que ça de synergie qui est créée. C'est un peu qui tout double, hein. C'est est-ce que tu le mets ou est-ce que tu le mets pas le tir. Et puis de l'autre côté, parfois un peu de post-up, mais pas non plus des tonnes. Amen Thompson, ça va être beaucoup de la transition. Ouais. Mais tu vois, j'ai eu un peu eu ce truc de ah ouais en fait, à part Jalen Green versus des switch ou le pick and roll 1-5 Fred VanVleet, Sengun et on voit ce qu'on nous fait avec ça. C'était un peu limité en termes de créativité tactique quoi. Alors que t'aurais de quoi faire plus de pick and roll inversé par exemple avec Sengun. Premièrement, et même un peu plus de post-up. Après, il y a un peu plus de création pour Sengun qu'avant, j'ai l'impression, mais c'est assez statique. Après, Udoka, plus on y pense, plus quand on se rend compte que coordinateur offensif c'était Will Hardy et que le mec qui a utilisé Robert Williams en roamer c'était Joe Mazzulla, pose un peu les questions.
Bon, après, il le fait aussi très bien avec Sengun, hein, donc je pense Oui, que... oui, mais d'ailleurs, c'est pour ça quand tu parlais de switch, de la défense de Houston qui switchait beaucoup, ils switchaient de 1 à 4 aussi, ils gardaient Sengun proche du cercle ou ils ont tout switché hier. Alors, pardon, excuse-moi, j'étais en train de boire... Oui, désolé, je t'ai pris par surprise, je suis navré. Donc, repose la question, pardon. Je disais, putain, je suis perdu du coup. Je disais, oui, ils ont switché de 1 à 4 Houston ou ils ont switché absolument tout. Non, Houston commençait en switchant tout, quitte ensuite à venir aider et faire des prises à deux. Et puis ensuite, ça s'est un peu calmé et c'est un peu là où justement ils n'ont pas voulu switcher et pas offrir Sengun à LeBron par exemple, mais du coup, il restait un peu bas sur des drops. Ouais. Pas très très bas, mais ça a permis 2-3 pull-up à 3 points. Mais ouais, non, j'étais un peu déçu parce que ouais, je pense qu'on peut faire plus. Alors, en même temps, Sengun, c'est pas non plus... Il manque quand même ce côté score un peu, je vais pas dire implacable, mais il manque un peu de scoring, clairement. Tu vois, je pense qu'on peut faire plus avec. Après, c'est pas non plus le scandale du siècle de dire bah mince, il le met pas à 40% de gauge au centre de tout, il a tous les ballons et tout, quoi. Je pense que l'aspect création, on n'est pas encore là. L'aspect efficacité et volume de création pure, création directe, on n'est pas encore là. Mais ouais, on peut faire carrément plus avec ça. Et ouais, bah, c'est toujours pareil, mais Fred VanVleet, c'est sympathique, quoi. Mais c'est sympathique, pas plus, quoi. C'est bien, mais tu vois, au bout d'un moment, quand tu te rends compte que, ouais, ok, il fait la petite passe, il fait la petite pocket pass, comme ça, Sengun, ensuite d'aller attaquer. Et alors, on a le fameux Amen Thompson dans le dunker spot, c'est passé 1 ou 2 fois, la passe de l'un à l'autre, donc ça a pu punir. Après, ouais, les Lakers sont très très bien gérés ça, en fait, hein. Tu te rends compte, ah ouais, il reste bas, il contrôle la raquette. Et puis comme ça, il n'y a aucun tir au panier. Alors j'ai pas les stats, je peux essayer d'aller voir, je les ai pas regardés, je veux dire. Mais voilà, dès que ça a attaqué Anthony Davis, bah, au final on avait le panier qui a été bien verrouillé. Et de l'autre côté, bah, dès qu'on faisait pas un pick and roll avec Sengun et donc Davis, bah, Davis pouvait un peu faire le roamer, quoi, finalement. Et donc ça a marché pas mal. Bah, tu vois, la fréquence au cercle des deux équipes en mode on sait pas trop attaquer les switches, hein. Pour le coup, c'est pas beaucoup. Mais donc voilà, VanVleet, au final, très peu de menaces, quoi, très peu de capacité à créer le chaos. Et en fait, on pouvait avoir un Davis qui restait bas. Pourquoi ? Parce que VanVleet arrivait pas à créer une séparation sur son écran. Et donc même Austin Reeves arrivait à rester accroché. Et donc quel a été l'ajustement ensuite en troisième quart-temps que Houston a fait, c'est bah ok, on continue le pick and roll 1-5, mais plus avec VanVleet, quoi. VanVleet, tu te mets sur le côté et puis on va demander à Jalen Green, qui était plutôt en forme, qui avait mis des paniers. Et effectivement, ça a changé un peu de truc parce que du coup, Jalen Green, lui, il a cette capacité à créer de la séparation avec le défenseur, y compris à travers un écran. Et donc, t'avais pas autant le côté Davis, tu peux rester bas tranquille, à faire ta vie, à pas te soucier parce que le défenseur peut gérer VanVleet. Green, il y a quand même un peu plus de pop, il y a quand même un peu plus ça bouge un peu plus, quoi. Donc ça crée un peu plus de séparation et donc on a réussi à créer des pull-ups à 3 points, on a réussi à créer un peu plus de trucs avec l'écran, je veux dire. Là où VanVleet avait l'impression que c'était juste je dribble 2 fois à droite, je fais la pocket pass et puis c'est tout, quoi. Donc voilà, mais après c'était pas non plus tu vois, en termes de les tirs générés, c'était pas de la folie, quoi, sur ce genre de pick and roll. Et encore une fois, encore un match de défenseur de l'année, je sais pas, mais voilà, le Davis d'habitude, quoi, au final. Ouais. Oui, qui sera jamais défenseur de l'année parce qu'il pourra pas jouer assez de matchs et que maintenant Wembanyama est arrivé, mais c'est probablement un des meilleurs défenseurs qui aura jamais été défenseur de l'année, je pense. Bah, un des meilleurs défenseurs de l'histoire, surtout quand on rajoute le fait que c'est l'alien. Alors maintenant il y a Wembanyama, mais c'était un peu l'alien des années 2010 où quand le jeu a tellement changé, bah lui c'était le truc parfait pour ça, quoi. Donc en plus, tu vois, en plus du côté de niveau de jeu, il y avait aussi cet aspect-là, quoi, pour moi, je trouve. Mais non, bah, voilà, Houston s'en sort aussi avec ça, hein, le fameux jeu des possessions, les rebonds offensifs, on est habitué, énorme 40%, même 41% de rebonds offensifs captés. Voilà, ça fait du bien. Je vais aller voir aussi en transition. Et puis pas de perte de balle, quoi. C'est ouf quand même. Ça veut dire que tu récupères une possession sur quasiment un tir sur 2 que tu loupes et tu perds pas un putain de ballon, quoi. Donc ouais. Effectivement. Bon, Lakers, donc free throw rate, voilà, élite, évidemment. Ça, on est habitué. Mais non, mais c'était, voilà, au final un peu déçu de ce plan de jeu qui est assez simpliste et assez. Après, je peux comprendre, il n'y a pas non plus un matos de fou, mais bon, quoi, c'est voilà, j'étais un peu déçu du côté, juste Jalen Green t'attaque les switches, et puis sinon le pick and roll VanVleet Sengun, et là où ça peut être un peu inquiétant pour le coup, c'est que
c'est que Van Vliet, il va jamais te créer d'énormes différences. Et par contre, tu peux aussi tomber parfois sur des matchs et des soirs où Jalen Green ne sera pas aussi bon, quoi. Tu vois, alors Jalen Green, je ne vais pas aller regarder le pourcentage au final ou quoi, mais bon, tu vois, 12 sur 24, c'est quand même un très bon match. Il les a mis, ces tirs, quoi. Oui, il a mis Vas-y. C'est assez rare qu'il fasse de. Surtout que ça fait 2 matchs d'affilée qu'il fait des gros matchs au scoring, du coup tu sais que les 3 prochains tu vas manger un peu ton pain noir, quoi. Bah ouais, c'est un peu ça, donc voilà un peu pour ma vision de ce match-là. Avec d'ailleurs, oui, Adams qui a joué, Steven Adams qui a beaucoup aidé sur le côté rebond offensif. Ouais. Bon, c'est aussi parce qu'il est blessé, côté Houston. Jason Tate qui est un peu sorti de sa boîte aussi. Là encore, parce qu'il n'y a pas Tari Eason. Ouais. Mais voilà, c'était pas le match de l'année non plus, quoi. Mais pour le coup, non, t'as rien loupé. Mais c'est. Ah ouais, 12% d'usage pour Van Vliet, donc ça veut dire quoi, il prend. Sur 42 minutes, il prend 11 tirs et 3 lancers francs. Ouais. Bah ouais, et pourtant, je te dis, il était à la base d'une majorité d'actions. C'est juste que il fait son pick and roll, il n'arrive pas à se débarrasser du mec, même avec un écran, il lâche la balle à Sengun, et puis voilà, quoi. Donc voilà. Mais après, peut-être là, le truc, c'est que. Parce qu'il a fait un bon match aussi, mince, je le trouve plus là. Amen Thompson, il fait 23 points, 23 points, 16 rebonds. Bon, là où je suis un peu déçu, c'est qu'il y a quand même beaucoup de transitions, quoi. Et que lui, pour le coup. Bon, ça, c'est pas encore parfait, c'est encore très jeune, tout ce que tu veux, mais voilà, dans ce genre d'équipe qui, justement, je viens de décrire pendant 10 minutes que ça manquait un peu de shake, ça manquait un peu de créativité, ça manquait un peu de pop, lui, il peut t'offrir ça, quoi. Et on est encore au niveau où il n'y a pas beaucoup. Après, je crois que l'autre déception de la saison, c'est un peu Shepard, qui, je vois qu'il a été envoyé en D-League aujourd'hui. Normalement, Reed Shepard était un peu censé t'apporter ça, quoi. Et pour l'instant, on l'a pas trop. Donc, alors pourquoi il joue pas potentiellement, c'est aussi parce qu'en défense c'est trop problématique, je pense. Enfin, connaissant le petit Udoka, je pense qu'un jour je le croise dans les couloirs, je pleure, mais je pense que c'est surtout pas. Quand tu vois comment il construit son équipe et les joueurs qui jouent, tu te doutes que défensivement, si le mec il peut pas tenir un switch all, c'est dehors, quoi. Udoka qui était sur le terrain pour un dunk très célèbre. Est-ce que dans le chat vous l'aurez? Un dunk très 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 célèbre de l'histoire de la NBA. Ime Udoka est sur le terrain et même il se fait dépasser par le dunker en question. Est-ce que c'est contre les Lakers? C'est pas contre les Lakers, non. Ah, ok. C'est quand il jouait à Portland ou quand il jouait aux Spurs? C'est quand il était aux Spurs. On l'avait fait sur la centaine. C'est vrai? Ah, donc c'est un joueur de la centaine du coup. Ouais, mais pas un majeur non plus. Hein. Ah, FD qui dit gelé. Le dunk de Tony Parker, non. Le dunk de LeBron, non. Mais c'était. FD il est con, quoi. Bah oui, FD il a pas compris le principe. Déjà qu'il a pas compris que les joueurs de Hebdo, c'était les joueurs actuels dans les questions. Oh non, super. Attends, un dunk contre les Spurs. C'était un Spurs. Non, je l'ai plus en fait, d'accord. Ouais, en fait. Spurs Denver. Est-ce qu'il y en a à qui ça parle? Putain, c'est quand J.R. Smith il explose Gary Neal. Exactement. Oui, merci FD. Et donc, qui est-ce qui se fait dépasser par J.R. Smith? Putain, c'est Ime Udoka, qui était lui aussi pas capable de tenir un switch. Attends, je vais essayer de le retrouver, je peux le mettre en vidéo. Je pense que tu tapes J.R. Smith. Quoique non, il a fait d'autres petites dingueries. Mais moi, je pense que c'est un des plus beaux dunks que j'ai vu de ma vie. Hein. Il est ici. Ouais, il est là. C'est lui qui se fait dépasser. Stephen Castle. Voilà. Et j'ai beaucoup aimé sur le quiz où Nico nous sort le joueur random Anthony Carter. Voilà, je sais pas pourquoi, il trouve personne, mais il a trouvé Anthony Carter qui est ici. Pourquoi? Ah oui, bah si, je sais pourquoi j'y ai pensé. Parce qu'il y a son fils Sacramento là. D'ailleurs, qui devrait commencer à penser à prendre le même coiffeur que son père. C'est un peu ça la vanne du moment sur les Carter. Oui, j'ai vu, il est coach, il est assistant à Memphis. Et le fils est 14e choix à Sacramento, c'est ça. Et moi, j'ai fait un tweet sur Mike Brown quand il a été viré. Et du coup, je pense que mon algorithme s'est dit « Oh, Sacramento Kings, à fond !» Et du coup, j'ai eu 14 000 tweets de tous les insiders des Kings en mode Devin Carter, il faudrait qu'il vienne. Oh, il a encore fait 20 points en D-League, il faut qu'il vienne dans l'équipe. Je dis mais merci l'algorithme, mais on va peut-être s'arrêter quoi.
On va peut-être s'arrêter. Alex Love qui nous dit Houston, ça doit bouger à la deadline ou faut attendre une campagne de playoff avec ce groupe. Je dirais pas non, un Butler, moi. T'as pas besoin d'attendre une série de playoffs pour savoir ce qui manque en fait. Genre, tu vois, si tu savais pas ce qui manquait, bon bah tu pourrais te poser la question. Mais là, tu sais à peu près ce qui manque, donc après, faut pouvoir aller chercher quelque chose, quoi. Oui. Effectivement. Mais avec Butler et cette défense, j'essaie de regarder un peu le chat. Est-ce que j'ai loupé des questions vous en avez d'autres, des incroyables défenseurs jamais Deepoy? Oui, non, mais c'était pour qu'on parle de non, j'en ai pas de tête. Il y a Tim Duncan, ouais. Tim Duncan. Ouais. Alors Ford. Non. Non. Bon, on est à 1h30, on peut peut-être s'arrêter là. Bah ouais. On va conclure. Est-ce que... alors attends. Il faut que j'arrive à retrouver... Mince, c'est où? C'est vrai que Claxton aux Hawks aussi, ce serait un beau transfert. Ah bah ouais, carrément. Ah oui, non, Bamzerito, il avait demandé si on avait déjà vu une équipe aussi haute dans une conférence avec les 4 scoreurs primaires en dessous de la moyenne en termes d'efficacité. Est-ce qu'on a déjà vu une équipe compétente avec que des gros scoreurs inefficaces? Ouais. Faut pas me demander à moi, j'ai zéro culture, mais... Est-ce que... Ah tiens, mais il y a Alex en plus. Est-ce que les Bobcats 2014... Parce que je crois que Kemba Walker à l'époque, c'est l'époque où il est pas très bon en attaque encore. Aïe, ça va aller chercher sur... Al Jefferson, il y a du volume, mais je suis pas sûr qu'il soit à ce point au-dessus de l'efficacité. C'était qui les autres? Josh McRoberts? Non. 2014, ouais, tu me dis? 2014, les Bobcats, dernière année des Bobcats. 2013-2014, alors... Garinchak, il nous dit Orlando 2024, oui, c'est vrai. C'est vrai. Ah oui. Qu'est-ce qu'il y a en true shooting plus un peu du côté de... Alors, on a Jeff Adrien, ouais, mais qui joue 250 minutes, qui a 103. Mais non. Jeff Adrien, il allait à Milwaukee en plus après, je crois, cette saison. Attends, je vais te dire. De toute façon, il y a Bismack Biyombo qui était en positif, mais voilà, c'est pas un scoreur. Ah, t'avais Anthony Tolliver. Est-ce qu'on se conclurait pas cette émission sur ça? Non, sur le quiz. Oh, ça pervipopette. Alors, un quiz facile à préparer pour moi, c'est parfait. S'appelle le Curry. Bon, le nom est un peu nul. Non, en gros, je vais descendre. Il faut que tu trouves un joueur. Et le chat, vous pouvez jouer, évidemment. C'est le but. Il faut pas que je regarde le chat, du coup. Tu peux tricher, tu peux faire ce que tu veux. Oui. Je vais descendre du numéro 30 au numéro 1 en termes de coéquipier avec qui il a joué. Oh putain. Il faut trouver le plus vite possible, évidemment. Je vais pas aller de 1 à 30. Je vais te dire le 30e joueur avec lequel il a disputé le plus de matchs. Et comme ça, on va remonter. Ah, j'ai aucune idée si ça va être facile ou pas. Ça va être interminable, surtout. Non, ça peut aller assez vite. Faut pas commencer par le 1 et aller jusqu'au 30. Ouais, non, ça va être trop simple. Bah, c'est trop facile. Ok, mais du coup, tu vas pas nous sortir des Jeff Green, parce que sinon, genre, on est pour la semaine. Non. Allez, c'est parti. Premier quiz de cette première quotidienne. Le top 30, le Curry. Alors, 30e, on a Tayshaun Prince. 76 matchs disputés avec Tayshaun Prince. Kevin Martin. Oh putain. Otto Porter. Oh salopard. Chris Dunn. What? Mais c'est quoi ce bordel? Cole Aldrich. Et là, il y a quand même du passage au Timberwolves. Alors attends, il faut que je mette le chat à côté parce que je pense que la réponse va tomber. Ah non, mais je regarde, j'ai enlevé Twitch de mon écran, donc t'inquiète. Non, mais pour moi. Que je vois qui a la bonne réponse. Ah oui, il y a déjà quelqu'un qui a trouvé? Les nombres de matchs pour l'instant, on est autour des 70 quoi, pour le coup. Donc Tayshaun Prince, Kevin Martin. C'est un mec qui joue encore ou pas? Oui, Otto Porter, Chris Dunn, Cole Aldrich, Jamal Crawford, Brandon Podziemski. Ah, Andrew Wiggins. Exactement, Andrew Wiggins, tout à fait. Tu vois, c'est pas si dur que ça. Non. Ah, mais en plus, je les ai tous. Il y a personne. Jackson Davis, Adrian Payne, Josh Okogie, Darius Saric, Jeff Teague, Damian Lee. Et le premier, alors, est-ce que tu vas trouver le premier? Avec qui est-ce qu'il a joué? Le plus de matchs? Ouais, en carrière. Avec qui Andrew Wiggins a-t-il disputé le plus de matchs? Je crois que le mec est dans un front office.
Je crois qu'il est aux Spurs, si je dis pas de bêtises. Il a été défenseur de l'année en NCAA. Alors, Kat est deuxième. Ok. Le premier, c'est un défenseur de l'année en NCAA. Techniquement, alors, il n'est plus champion universitaire, mais il l'a été. Pourquoi il l'est plus? Parce que ça a été retiré à cause de tricherie. Exactement. Okay. Et on a quelqu'un qui a trouvé dans le chat, effectivement. C'est Gorgui Dieng, tout à fait. Dieng. Okay. Je savais pas qu'il était dans un front office. Je pensais qu'il jouait encore au basket, mais non, apparemment. T'écoutes pas les news de l'hebdo, parce que je crois qu'on en a parlé dans les news de l'hebdo. Ah bah, non, il avait pris la retraite. Peut-être que je les zappe parfois, ça dépend. Exactement, Spurs, ouais, tout à fait. Yaboufrik. Non, il est pas si vieux que ça, il est draft 2013, mais... Donc 427 matchs avec Gorgui Dieng, qui est le partenaire préféré de Wiggins. En deuxième, on a Kat. Ensuite, Kevin Looney, Stephen Curry, Nemanja Bjelica, Draymond Green, Ty Jones. Et en huitième, nous avons Shabazz Muhammad. Voilà, c'est juste pour ça que tu voulais faire le quiz. Non, c'est parce que c'est un quiz très facile à faire où je peux taper le nom d'un joueur, trouver ses coéquipiers. C'est sympa, il n'y a pas trop de préparation. Le Tayshaun Prince Chris Dunn, j'ai un peu commencé à avoir flou quand même. Il fallait se souvenir que Tayshaun Prince a fait une pige aux Wolves. Bon, ben on va s'arrêter là alors. Est-ce qu'on a tout dit sur les matchs du jour? Je pense qu'on a tout dit. On a fait un petit quiz. On s'est fait une bonne première. N'hésitez pas à venir nous dire des retours sur le Discord ou sur YouTube ou partout. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Qu'est-ce qu'on peut faire de différent? Franchement, n'hésitez pas, hein, c'est fait pour ça. Et donc, on se dit à très bientôt. À demain, du coup, pour une prochaine quotidienne, normalement. Merci à tous d'avoir été là, très nombreux, ça fait très plaisir. Merci à Zad, et à plus alors. À la prochaine. Ciao.